Un schizophrène qui retenait son fils, un gamin de 18 mois qui pendait au 8e étage de sa tour. De ce côté-là, il a une paire de ciseaux qui dépasse. Et lui perçoit qu'il peut l'attraper. Donc j'essaie de le tenir, j'arrive à lui prendre le bras, j'essaie de le coucher, je le touche ici, mais rien à faire. Au menton, tape dans du bois. Oh là là, faut y aller là. Hein. Bah normalement, faut pas y aller. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Merci d'être avec nous une fois de plus tous les mercredis, vendredis et dimanches. Aujourd'hui, notre invité, c'est Laurent Combalbert, qui est ancien négociateur du RAID et qui a aujourd'hui créé une société qui permet de faire de la négociation, soit de la négociation pour les grosses sociétés, mais aussi si vous êtes kidnappé à l'étranger, il y en a tous les jours des salariés, parfois de grosses sociétés, français ou pas d'ailleurs, qui se retrouvent kidnappés et donc il va aider ces gens-là. Il s'est même retrouvé kidnappé lui-même par les FARC, retenu en otage. Il va nous raconter ces anecdotes assez incroyables d'ailleurs de prise d'otage lorsqu'il était négociateur au RAID. Il va nous raconter tout ça. Prenez 30 secondes pour vous abonner si vous voulez bien avant de commencer l'émission. Sur notre chaîne YouTube, si vous pouvez cliquer sur vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'invités différents. Si vous voulez faire comme Laurent d'ailleurs et venir avec nous sur le plateau, venir raconter votre histoire, vous êtes tous les bienvenus. Il faut juste m'envoyer votre numéro de téléphone par email qui s'affiche là avec donc 3-4 anecdotes histoire de nous expliquer pourquoi vous voulez venir, ce que vous voulez raconter sur le plateau, puis vous serez les bienvenus. Voilà, comme on a 3 émissions par semaine, le principe c'est de vous recevoir ici sur le plateau. Et c'est parti avec Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID sur Légende. On y va. Bonjour, je suis Laurent Combalbert, je suis négociateur professionnel et je suis sur Légende. Bienvenue Laurent, je te reprends le clap. Bienvenue, merci Laurent, à toi. Qui est un ancien négociateur du RAID, hein, c'est ça, tu as fait des années au RAID. Exactement. Tu as monté une société de négociation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire une société de négociation? Tu négocies quoi? En fait, on négocie tout ce qui se négocie. On négocie des négociations sociales, négociations commerciales. On accompagne des contentieux. On accompagne l'OTAN, la délégation française de l'OTAN sur les négociations à Bruxelles. On négocie tous les jours, tout le monde? Oui. Ce que tu m'as dit dans le bureau, tu me dis, mais tu sais, on négocie tout le temps. On passe notre vie à négocier parce que la négociation, ça commence par un conflit, par un désaccord exprimé. Donc dès que l'autre te dit non, tu commences à pouvoir négocier. Ça ne veut pas dire que c'est ça que tu vas choisir. Tu peux décider de te soumettre ou d'imposer, mais la négociation, c'est le petit truc en plus qui fait que tu vas créer quelque chose avec l'autre pour trouver une solution juste pour tout le monde. C'est quoi qu'on fait comme erreur en négociation, quand on négocie avec quelqu'un au bureau, quand on négocie avec sa femme, avec son mari On oublie de penser que c'est l'autre qui te donne le pouvoir de négocier avec lui. C'est parce qu'il t'accepte dans la relation, parce qu'il te reconnaît comme crédible et légitime, que tu vas pouvoir négocier. Donc des fois, on veut imposer notre position, on va annoncer notre prix quand tu vends ton appartement, ou on va annoncer le lieu des vacances quand tu négocies à la maison. Il faut d'abord comprendre l'intérêt de l'autre à rentrer dans la négociation, et à partir de là, qu'est-ce que tu peux faire avec lui? C'est quoi la différence entre une négociation? Quand je t'écoute, là, c'est quand même très proche de la manipulation. La manipulation, c'est une technique que tu peux utiliser en négociation. C'est comme si tu disais à un dentiste, tu peux m'arracher les dents avec une paire de tenailles. Ce sera la méthode qui va être différente, alors que le fond, c'est de t'arracher une dent. La négociation, c'est comment tu vas trouver un moyen avec l'autre de créer une solution juste. Donc si tu manipules, tu peux manipuler. Solution de facilité. Tu vas mentir, tu vas tricher, tu vas modifier la réalité, mais tu vas dans la durée impacter la confiance. Donc la vraie négociation, ça doit être éthique. Tu négocies mieux maintenant que tu es professionnel, etc., dans ta vie de tous les jours? Non. Je suis pas très bon dans ma vie perso. Pourquoi? Parce que tu es impliqué émotionnellement. Tu vois, j'ai des enfants, je négocie souvent avec les enfants, je sais pas si tu as des enfants, ouais. On est amené à négocier avec eux assez souvent. Je suis pas très bon en négociation perso parce que je suis impliqué émotionnellement et donc c'est toujours compliqué. Je suis plutôt bon dans mon métier, heureusement, parce que j'ai de la distance, j'ai du recul, mais quand on est impliqué, c'est jamais facile d'être un négociateur, bien sûr. Ça vient d'où ce plaisir et cette passion de la négociation? Parce que quand tu grandis dans les Pyrénées, toi, tu grandis dans quel département? Je grandis dans la Haute-Garonne, à L'Isle-en-Dodon. Tu vas grandir dans une famille qui n'est pas forcément, qui est pas dans la police? Non. Alors pourquoi tu te retrouves là-dedans? Tu avais envie d'aller au RAID au départ? Ouais. C'était vraiment une envie que tu avais, mais pas forcément en tant que négociateur? Du tout. Tu voulais être opérationnel donc. Moi, je voulais rentrer au RAID pour faire partie des colonnes d'assaut. Donc j'ai fait un cursus assez classique pour faire ça. J'ai fait des études de droit, parce qu'il y a du droit au concours d'officier. J'ai fait un mémoire de sciences politiques sur un sujet de police, qui était l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Et dans ce mémoire, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel Marie. Et je vais revenir après là-dessus, parce que Michel Marie, c'est lui qui a changé ma vie. Et quand je rentre dans la police, j'ai la chance de sortir bien classé, je choisis mon poste et je prends la tête des sections d'intervention de la CRS 8. On en parle beaucoup en ce moment. Et donc, en étant au quotidien, au contact des gens du RAID, je me dis que je peux commencer à construire un peu mon réseau, préparer les tests. Et en 98, je vais voir le patron du RAID de l'époque, qui s'appelait Gérard Zerbi. Je lui dis, voilà, je suis prêt à passer les tests. J'ai envie de passer les tests. Je suis tireur, boxeur, je m'entraîne tous les jours. Mettez-moi sur la liste des tests d'habilitation. Et il va me dire non. Non, parce que vous êtes trop jeune. Il faut 5 ans d'ancienneté pour passer les tests. Vous avez 3 ans.
Et je sors un peu déçu de cette première rencontre, j'étais pas très patient. Et je revois Michel Marie, celui que j'ai croisé pendant que je faisais mon mémoire de Sciences Po. Et Michel me dit, moi je monte une équipe de négociateurs. Si ça te branche, je te recrute. Je m'en fous des tests. J'attends pas les 5 ans. Moi, 3 ans d'ancienneté, ça me va très bien. Je te recrute. Par contre, je te demande un engagement, une contrepartie. Tu t'engages à jamais rentrer dans les sections d'assaut. Tu t'engages à jamais passer à l'intervention. Parce que je veux que tu sois à 100% pour moi. Il voulait pas te former pour que tu files 1 an après. Ouais, je pense que c'était pas son ambition. Et au début, tu te poses la question. Tu dis, mais tu me demandes de faire un choix qui est quand même assez dingue, quoi. Ça fait 10 ans que je pense qu'à ça et tu me demandes de faire de la négo. Je sais même pas ce que c'est la négo. Mais j'ai bien aimé sa logique d'engagement moral. En plus, il m'a promis du sang et des larmes. Il m'a dit, on va lancer un métier qui n'existe pas, auquel personne ne croit. Là-haut, ils n'y croient pas. Mais ça veut dire qu'ils vont nous foutre la paix. On pourra se former, faire des formations en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne. On pourra travailler sur des méthodes qui ne sont pas dans le catalogue des formations de la police. Par contre, si on réussit, on sauve des vies. Ah, c'est pas mal ça. Et il m'a dit une phrase qui a tout changé, il m'a dit « je te fais confiance ». Et ça, je pense que c'est ce qui m'a déterminé à le suivre dans la négociation. Et donc, il va te faire rentrer donc, en négociateur au RAID. Ouais. Je vais y être dans une position qui n'est pas simple, je n'ai pas passé les tests. La porte est fermée, tu passes donc, par la fenêtre. En termes de légitimité, c'est vrai que c'est pas simple. Je fais un métier qui n'existe pas vraiment. En plus, Michel me dit, je veux pas te voir au stand de tir, parce que je veux pas que les collègues de l'intervention pensent qu'on s'entraîne comme eux. Je veux pas te voir sur le ring de boxe. Tu fais de la négo, tu es à fond sur la négociation. Donc au début, c'est pas simple d'arriver à s'aligner. T'es pas armé quand t'es négociateur? Si, bien sûr. Si, t'es armé. Donc c'est quand même bien d'aller au stand de tir pour essayer. Ouais, mais je pense qu'il voulait pas qu'on fasse du tir comme les sections d'assaut. Et c'est ce que je peux comprendre. Ça va te plaire tout de suite ou c'est quelque chose que tu vas finalement pas trop apprécier au départ avant de vraiment d'être sur des cas pratiques? En fait, ça me plaît tout de suite. Je pense que j'avais en tête le moyen de sauver des vies. L'intervention, l'assaut, les colonnes d'assaut, les armes. Et lui m'a donné le sens de sauver des vies. Il m'a dit, on peut sauver des vies autrement. On peut le faire par les mots. Tu vas te former comment en tant que, justement, spécialiste de la négociation? Ça ressemble à quoi vos entraînements, finalement? En fait, nos entraînements, c'est lire des bouquins. On lit tous les bouquins de psychologie, tous les bouquins de négociation. Il y a quelques livres de grands auteurs, notamment, qui viennent du business, qui vont nous permettre de nous inspirer. On s'entraîne, on se fait des cas. Michel Marie, il a quand même quelques années d'expérience quand on arrive, donc il nous propose de nous entraîner sur des cas que lui a vécu. Il va monter des exercices. Et il nous défonce, soyons clairs. Il nous met une pression d'enfer, parce qu'il veut nous pousser à bout dans nos capacités. Il y a de la technique qui peuvent être communes avec la négociation commerciale. Il y a plein de techniques communes. Même au RAID, enfin même dans les groupes d'assaut. Bien sûr. Moi quand j'ai fait ma formation, j'ai eu la chance de me former au FBI. Je suis parti me former avec Gary Nossner. Gary Nossner, c'est une star en négociation. C'était à l'époque le patron de la Crisis Negotiation Unit. Et Gary Nossner, quand il me propose de venir me former à Quantico, je pars en me disant, c'est bon, je vais rentrer avec toute la méthode, avec tout ce qu'il faut pour être efficace. Et j'ai ramené du FBI tout ce que tu dois ramener quand tu rentres du FBI, le mug, avec le logo, évidemment, le polo avec marqué FBI, et le classeur de procédure. Et dans ce classeur de procédure, on te dit que tout est prévu. Ce qui, quand tu es un jeune négociateur, est quand même sympa. Tu as la méthode du FBI pour tout résoudre. Et quand on essaie d'appliquer le classeur, on voit qu'en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est très processé. Tu vois, tu as un sommaire avec tous les cas que tu vas rencontrer. Schizophrène, psychopathe, histrionique, encastique, groupe criminel, groupe sectaire, terroriste, barricadé, suicidaire. Et on ouvre le classeur, tu as une méthode à appliquer. Pour donner l'exemple, j'ouvre le classeur au milieu, je tombe sur le chapitre groupe terroriste. Dans le classeur du FBI, au chapitre groupe terroriste, tu as 2 sous-parties. Plus de 5 terroristes, moins de 5 terroristes. S'ils sont 5, t'es mort. T'as pas la fiche. Donc on partit sur toutes les missions en disant pourvu qu'il ne soit pas 5, on n'avait pas la méthode pour 5 terroristes. Donc on a essayé de sortir de ce cadre-là. Et pour sortir du cadre qui existait déjà au FBI, je me suis tourné vers HEC. Pourquoi HEC? Parce que l'école de commerce? Ouais, l'école de commerce. L'école de commerce, elle est à 3 km du RAID. HEC, c'est à Jouan-Josas, le reste, c'est à Bièvre. Et donc je suis allé voir les profs d'HEC. Et je dis voilà, j'aimerais faire les cours de négociation d'HEC. Mais j'ai pas d'argent. Je suis la police. Mais j'ai un flingue. Donc ça l'a fait marrer. Et il me dit, je t'invite à faire tous les cours de négociation que tu veux. Tu te mets en fond de salle. En échange, tu fais une conférence gratuite à l'exécutive MBA d'HEC. Et c'est là que j'ai appris ma première leçon de négociation. Tu fais jamais de concession sans contrepartie. Tu peux mettre de l'eau dans ton vin, mais il faut qu'on te donne quelque chose. Toujours. Si tu fais une concession sans demander à l'autre une contrepartie, ta concession vaut rien. Imagine que Patrick Colbert m'a dit, tu viens faire mes cours gratuitement tant que tu veux, mais que ça me coûte rien. Mais il y a des jours, j'aurais dit, oh, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatigué, je vais à la séance de sport plutôt. Alors que là, ça me coûtait. Ça me coûtait de faire une conférence qui, en plus, était assez stressante. Il faut préparer, c'est stressant, ça prend du temps. Oui, c'est cette contrepartie qui fait la différence. Et en échange,
Là, tu as une contrepartie. Mais qu'est-ce que, dans un assaut, on va en reparler après, mais quand tu es négociateur au RAID, donc tu te retrouves face à un forcené, ou X ou Y, mais la majorité des cas, c'est les forcenés. Toi, tu es derrière, tu es caché, ou est-ce que tu vois la personne avec qui tu vas négocier? Alors, tu commences souvent derrière la porte. Le forcené retranché, il est enfermé chez lui. Mais tu parles pas derrière la porte, tu prends une balle, tu es sur le côté, non? Alors, tu vas derrière la porte pour écouter. Et derrière la porte, ça ne veut pas dire que tu es contre la porte. Ça veut dire qu'en fait, tu es abrité pour essayer de mener le contact à la voix. Quand ça ne marche pas à la voix, tu le fais au téléphone. Mais ce qu'on essaie d'avoir, c'est le visuel. Plus de la moitié du message que tu transmets, c'est le non-verbal. Donc avoir le gars dans les yeux, voir sa posture, ses micro-moments, ses macro-moments, voir s'il te regarde fixement, voir s'il a des fuites émotionnelles sur son visage qui te permettent de lire ses émotions, c'est quand même le truc le plus important. Tu le sens avec l'expérience aujourd'hui, avec les années même au RAID, est-ce que quand tu te retrouves face à quelqu'un, tu sais tout de suite si ça va être compliqué ou si ça va être facile? Tu sens si la personne est nerveuse. Ça oui. Tu sens. Et tout le monde doit être nerveux, j'imagine, quand tout le monde est stressé. Après, tu vas sentir si rapidement elle va se détendre, si elle va rentrer en relation. Est-ce qu'elle te répond quand tu lui poses des questions? Ou est-ce qu'elle tourne en boucle? Est-ce que tu peux l'amener sur un objectif commun partagé? Est-ce que tu peux mettre des inductions dans sa tête? Par exemple, dire à quelqu'un, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Je sais que vous n'allez pas lui faire de mal. Si la personne valide ton induction, elle ne dit pas à la fin, attendez, je ne suis pas quelqu'un de bien. Tu peux considérer que tu es déjà sur la piste d'une bonne solution par la négociation. Qu'est-ce que tu peux donner à un forcené, à une personne qui a fait du mal, ou qui est en train de faire du mal, par la force des choses, s'il prend en otage même sa femme, ou quoi, là, il est en train de faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que tu peux donner? Parce que tu dis en contrepartie, il faut que tu aies quelque chose à donner. Ouais. Parce que tu ne vas pas lui promettre une valise de cash, un hélicoptère sur le toit. Non, tu lui donnes pas ce qu'il te demande, généralement. D'ailleurs, le forcené, souvent, il te demande rien. Ah bon? Le forcené qui est retranché tout seul, c'est souvent une des difficultés, c'est qu'il n'y a pas de levier. Quand tu prends un otage... Tu dis, ton but, c'est de faire libérer l'otage. Bah oui, un otage, t'as un truc en face. Un forcené qui se retranche, il a bu, il a pété les plombs, il a tiré en l'air dans sa cage d'escalier, il est rentré chez lui, il pense que c'est fini. Ça arrive vraiment, ça, souvent? Bien sûr. Souvent? La plupart des forcenés, c'est pas des terroristes ou des criminels, c'est des gens qui pètent les plombs, qui sont en débordement émotionnel, qui ont perdu leur travail, qui ont des soucis à la maison, qui sont devenus agressifs, violents. On sait qu'ils ont une arme chez eux, ils sont retranchés, peut-être qu'ils ont tiré quand la police est arrivée. Mais t'as pas beaucoup de levier parce que t'as pas grand-chose à lui donner. Et tu dois le faire sortir. Évidemment que tu vas pas partir sans avoir récupéré son arme. Donc souvent, ce que tu lui donnes, c'est de l'écoute. La plupart des gens qui sont en débordement émotionnel, ils ont besoin qu'on les écoute. Pas qu'on trouve une solution, juste qu'on les entende. Et quand tu crées ce lien, par de l'écoute active, tu paraphrases, tu reformules, tu verbalises son émotion. Tu vas juste lui montrer que tu es rentré dans la relation avec lui. Et lui peut s'exprimer. Il peut te délivrer un truc qu'il a peut-être pas dit aux autres. Tu peux peut-être verbaliser son émotion. Écoute, je peux pas comprendre ce que tu ressens parce que je suis pas à ta place, mais je sens qu'il y a beaucoup de colère dans ce que tu me dis. Si c'est la colère qui le fait fonctionner, tu es peut-être la première personne à lui dire ta colère, elle est légitime. Et quelle que soit la raison de ta colère, moi, je l'accepte. Par contre, ce que tu vas pas accepter, c'est le comportement dégradé de la colère. L'agressivité, la violence, le coup de feu, bien sûr. Ce que ça amène, ouais. Bien sûr. Tu donnes ton prénom? Ouais. Ton vrai prénom? Ouais, je donnais mon prénom. Quand j'étais au RAID, j'annonçais mon prénom. Ça sert à rien de mentir. Il vaut mieux être clair, sinon tu bafouilles un peu, tu te trompes. Ouais. Je m'appelle Laurent, voilà. Je suis venu pour essayer de trouver une solution. Je suis négociateur du RAID. Je vais voir comment je peux vous aider à sortir de là. Et il y en a qui te disent, écoute, je veux pas aller en prison. Est-ce qu'ils essayent de diminuer la peine directement avec toi? Et est-ce que toi, tu as ce pouvoir-là? Tu peux rien céder là-dessus. Je veux pas aller en prison. J'ai eu le cas d'un schizophrène, comme ça. On nous appelle parce que le gars décide de balancer ses meubles du haut de sa tour. Il veut faire du ménage, il veut faire de la place. On nous informe que la personne est connue, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. C'est un schizophrène qui est souvent en rupture de traitement, c'est-à-dire qu'il arrête de prendre ses médicaments et donc il va décompenser. Et là, le gars s'appelle Lionel, je monte à la porte, j'échange avec lui. Il est en crise, il est très énervé, on arrive à le stabiliser par de l'écoute active, de la reformulation. J'arrive à lui faire reprendre ses médicaments. Il est armé? Il n'est pas armé, non. Alors, on ne sait pas. On est à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'il a dedans. Mais généralement, les schizophrènes, à part peut-être une arme blanche, là, il n'est pas armé. On ne nous a pas signalé qu'il était armé. Et en la discussion, aux échanges, le gars me dit, je veux bien sortir, il commence à s'apaiser. Je veux bien sortir, mais je ne veux pas être mis en garde à vue. Or, je sais qu'il a déjà été mis en garde à vue. Ce n'est pas la première fois qu'il décompense. Qu'est-ce que je fais? Je lui mens ou pas? Par principe, j'essaie de ne pas mentir. Et donc, je vais lui dire, écoute, je suis désolé. Je ne peux pas empêcher ça. Je n'ai pas le pouvoir d'empêcher ça. Tu vas être mis en garde à vue. Par contre, je m'engage à rester avec toi au début de ta garde à vue. Il ouvre la porte et il sort. Et donc, évidemment, il est placé en garde à vue. Ça doit être 3h du matin, j'ai envie de rentrer chez moi, mais je me suis engagé à rester. Donc, je reste. Il est placé assez rapidement en hospitalisation d'office. Il part à un hôpital psychiatrique, mais avant de partir, il me dit merci d'être resté. Et ça, c'est un forcené qui te remercie, c'est gratifiant, t'as pas menti. Ok, la vie continue. L'année suivante, elle recommence. Après à peu près la même période, il recommence. Il balance ses meubles du haut de sa tour.
Le même? Le même, Lionel. J'arrive sur place, je suis en corps d'alerte, je monte à l'étage, je frappe à la porte. Lionel, tu te rappelles de moi? C'est Laurent. Il dit, ouais, je me rappelle. Il sort. Il ouvre la porte et il sort. Pourquoi? Parce que j'ai pas menti la première fois. J'étais crédible la première fois. Et j'ai gardé ma crédibilité pour le coup suivant. T'en as beaucoup des mecs qui récidivent que toi, tu revois? Ça n'arrive jamais. Alors que tu revois, ça peut arriver, ouais, ça m'est arrivé. De revoir quelqu'un qui avait été libéré de prison et j'avais participé à sa négociation et je l'ai croisé par hasard. Et il me dit, je sais pas si vous vous rappelez de moi. C'était moi en fait qui était. Toi, t'es sans cagoule? Ah, même moi, on n'était jamais cagoulé. T'es le seul pas cagoulé quand tu t'approches? T'es pas cagoulé, t'es pas le seul, mais les colonnes d'assaut sont cagoulées. Toi, tu l'es pas. Tu l'es que quand la presse arrive. Pourquoi? C'est pour pouvoir parler. Ouais, mais t'es même pas en tenue d'intervention. T'es souvent en civil. Bah, si t'as un négociateur qui est en tenue d'intervention avec un gilet tactique et des calibres, c'est difficile d'expliquer que tu vas négocier. T'as pas de gilet pare-balles? Si. Si un mec qui te. T'as un gilet pare-balles, t'as un gilet caché. Tu peux avoir aussi une arme sur toi. Des armes légères ou des bodyguards, des petits Smith & Wesson carénés pour. Tu peux cacher dans ta cheville, tu peux le cacher dans ton caleçon, ça peut. Des armes secondaires, quoi. Ouais, tu peux arriver. Un backup. Mais a priori, quand tu vas au contact, t'es censé déjà avoir créé la relation. Donc le fait de se voir en face à face, d'aller au visuel, c'est une sorte de récompense. Est-ce que tu t'es déjà mis, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui perd ses parents dans un accident, qui devient fou, qui boit, qui tire en l'air, je sais pas, quelqu'un qui devient fou pour X ou Y raison, enfin sans juger, quoi, tu vois, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu de peine pour la personne en face et limite de comprendre humainement et du coup d'être meilleur? Parce que tu dis, je comprends ce que tu vis, tu vois. Bien sûr que ça t'arrive. T'es humain. Tu tombes sur des gens où tu te dis parfois, à sa place, j'aurais fait comme lui. Sauf que quand tu rentres en négociation, tu peux pas ressentir ça. Moi, je suis naturellement sympathique. Ça veut pas dire, ah, il est sympa ce gars-là. Non, la sympathie, c'est je perçois les émotions, mais je les partage assez facilement. Moi, un film triste, je peux facilement avoir la larme à l'œil. Donc, cette capacité que tu as à ressentir l'émotion de l'autre et à l'éprouver parce que tu la ressens toi-même, c'est intéressant en négociation, puisque tu peux justement toucher l'émotion, trouver l'émotion de l'autre. Mais tu peux pas te laisser emporter par ça. Donc oui, bien sûr, tu as des cas où tu pourrais te dire, je le comprends, je la comprends, j'aurais pu faire la même chose. Mais quand tu rentres en négociation, tu dois te sortir de là. Tu dois rester à distance, sinon t'es cuit. Émotionnellement? Émotionnellement, bien sûr, bien sûr. Ma première négociation, la première fois que Michel Marie me lâche sur une négociation tout seul, c'est un papy qui a tiré en l'air dans la cage d'escalier. Les voisins font du bruit, c'est des jeunes qui sont au pied de son escalier. Il a tiré en l'air, il a fait peur à tout le monde, il s'est retranché. Et il me dit, bah vas-y tout seul. Et donc je mène le contact et je commence à échanger. Il te répond? Ouais, il me répond, tu sens que le gars il est désolé, il a dépassé le truc, il est en débordement émotionnel, c'est en train de redescendre, on crée la relation, il arrive à me dire qu'il a peur, qu'il veut pas sortir, qu'il sait pas ce qui va se passer, j'essaie de le rassurer. Il sort, et quand il sort, c'est le sosie de mon grand-père. Ce gars, c'est le même look que mon grand-père. Et là, t'as l'émotion qui arrive. Parce que tu dis, putain, mais... Ça pourrait être mon grand-père. Ça pourrait être mon grand-père. Et il me tombe dans les bras. Il pleure, tu veux dire? Ah, il pleure, il me tombe dans les bras, il se met à pleurer. Et là, tu dis, putain, ça aurait pu être mon grand-père qui aurait fait ça. Et c'est là que tu dis, putain, c'est ce métier que je veux faire. Ce métier, je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est top. On vient de le sauver, on l'a fait sortir. Ouais, c'était chaud. Émotionnellement parlant, quand tu rentres dans la voiture, ouais, t'as des larmes. Hein. Quand il se passe quelque chose comme ça, tu peux dire à la colonne d'assaut, allez-y doucement. Ils y vont tout le temps doucement. Ouais. Sauf si tu as vraiment en face quelqu'un qui est très agressif, qui est armé. Oui, au moment où ça ouvre, évidemment, qui rentre. Mais j'ai jamais vu une colonne d'assaut traiter de manière agressive quelqu'un qui va se rendre. La personne sort, elle montre ses mains. La colonne d'assaut arrive, au contraire. Oui, assez surprenant. Alors, il est couché par terre si tu sens qu'il y a un risque particulier. Mais la personne qui avance et qui montre ses mains, elle est traitée avec respect. Est-ce que vous enregistrez, est-ce que vous filmez tes interventions pour après t'améliorer? Est-ce qu'il y a des débriefings, comme après un match de foot, par exemple, les joueurs regardent avec leur entraîneur? Est-ce que c'est pareil avec votre chef? Quand j'étais au raid, on le faisait, on s'enregistrait, pour justement essayer de comprendre ce qu'on a dit, comment on l'a positionné, la façon d'utiliser le ton de voix, la façon d'utiliser l'émotion. On le faisait. Sur les négos que je fais aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. D'abord parce que je négocie de moins en moins directement, j'accompagne des équipes de négociateurs. Mais oui, c'est bien de s'enregistrer, ne serait-ce que pour aller retrouver quelque chose que tu as oublié, parce que dans le déroulé de la relation, tu ne peux pas te rappeler de tout ce que tu as fait. C'est quoi la méthode Hermione? Hermione, c'est un protocole de négociation. En fait, c'est le protocole que j'utilise depuis des années avec mes équipes de négociateurs de crise et qu'on a transposé aujourd'hui dans tout un tas d'autres négociations sociales, commerciales. Et c'est un protocole où tu n'as aucune bonne réponse, tu n'as que des bonnes questions. Et donc, on va s'interroger sur ces 8 questions. La haute intensité, quel est le niveau de stress que tu vas vivre quand tu vas faire ta négociation? Tu vas négocier pour, je sais pas, un gros job, t'es stressé parce que c'est un gros enjeu. Si tu te loupes, tu rates la chance de ta vie. On va voir si tu es capable de gérer les émotions que tu vas rencontrer. Tu négocies face à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Ça t'énerve, ça te met en colère. Comment tu peux piloter ça? Donc ça, c'est le H de la haute intensité. Le E, c'est l'enjeu. Quel est le besoin fondamental que tu veux satisfaire dans cette négociation? Si tu en as 2 contradictoires, tu vas te rater.
Quel est ton rapport de force? Quel est ton mandat? Quels sont les moyens que tu peux mettre sur la table pour obtenir ce que tu souhaites? Quel est l'intérêt de la partie adverse? Tu vas faire des hypothèses. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dans cette relation? Quel est notre objectif? Et ça, c'est que de la préparation. Les 6 premières lettres d'Hermione, c'est que de la préparation. Une bonne négo, c'est 80% de préparation et 20% d'agilité. Le N et le E d'Hermione, c'est négociation et engagement. Bah, c'est le déroulé de tout ce que tu as préparé. En gros, il faut bien se préparer, quoi. En gros, il faut se préparer, mais il faut structurer. On fait tous de la négociation. Tu l'as dit au début de l'émission, on négocie de manière empirique. On n'a fait que structurer l'empirisme. T'as quoi de manière empirique? Bah, c'est par exemple positionner ton enjeu. Tu vas négocier une augmentation de salaire, voilà, moi ce que je veux, c'est 10% d'augmentation de mon salaire. Tu as posé ton enjeu. Évidemment, on le fait tous. Sauf qu'est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que mon enjeu, c'est vraiment 10% d'augmentation? Est-ce que ce que je veux pas, c'est peut-être X%, mais pas 10%? Est-ce que c'est de la reconnaissance, et pas forcément de l'argent? Est-ce que c'est j'ai besoin d'argent immédiatement parce que je pars en vacances, c'est peut-être une prime, et pas une augmentation de salaire? Est-ce que c'est pas juste mon ego qui veut obtenir quelque chose? Donc cette clarification avant de commencer, c'est la petite couche qu'on rajoute à l'empirisme. Tu dis toujours, dans une négociation, ça se fait toujours à deux. C'est dans quel sens? Il faut toujours quelqu'un qui négocie, tu peux pas négocier tout seul? Ah, tu peux négocier face à toi-même, mais c'est pas de la vraie négociation. Tu es en coopération, normalement. En fait, il faut se mettre dans cet acte d'altérité. Il faut comprendre l'autre. C'est difficile de négocier si tu es face à toi quelqu'un qui veut pas négocier. C'est difficile de négocier si tu n'as pas d'objectif commun avec cette personne. Tu disais que tu avais quand même, quand on préparait l'émission, tu sais que tu avais quand même des peines aménagées parfois de négociables. Est-ce que, dans un énorme cas, une prise d'otage assez importante, tu peux appeler un juge en disant, écoutez, il demande ça, si on lui donne un peu, peut-être, je dis n'importe quoi, 6 mois de moins que sa peine, parce qu'il se rend maintenant, il se rendra, est-ce que j'ai l'accord? Est-ce que parfois tu peux faire un truc comme ça? Tu peux faire des deals, évidemment. Je me rappelle sur une prise d'otage en prison où le procureur était présent dans la cellule de crise et on avait imaginé de proposer un deal particulier. Par exemple, le choix de la prison où la personne allait partir, pour éviter de partir trop loin et que sa famille soit obligée de faire des heures de train et claque de l'argent pour aller le voir. Donc oui, on peut discuter. Il y a des choses sur lesquelles tu peux négocier. Il y en a d'autres sur lesquelles tu négocies pas. Comme quoi? Donner une arme au forcené, mais j'ai eu un cas. Hein. C'est vrai? Oui, bien sûr. Il avait plus de munitions dans son arme, il m'a demandé si on pouvait en avoir une autre. On a évité. Donner de la drogue. Quelqu'un qui m'a dit « Ouais, si tu me donnes du shit, je fume un bon coup et puis je sors. » Mais évidemment, on ne donne pas, parce que tu vas modifier son comportement. Donc ouais, il y a des choses sur lesquelles on ne négocie pas. Oui, bien sûr. Les échanges d'otages, on essaie d'éviter. Tu te demandes une clope parfois? Ouais, ça peut arriver. C'est des choses qui... Ça, tu donnes? Ouais, ça coûte pas grand-chose, ça. Oui, ça puis peut ça être un risque moment pas. de détente. Ouais. Tu peux pas modifier son comportement. De la drogue, tu pourrais le faire. De l'alcool, tu pourrais le faire. Ouais, tu donnes pas. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Tu peux imaginer que ça va l'assommer, ça peut au contraire le rendre fou, donc on évite ça. Et quand le mec te dit, tiens, donne-moi une arme avec machin, pourquoi tu donnes pas des balles piégées? Enfin, des fausses balles? Ouais, tu pourrais faire. Après, si tu commences à dire oui à tout ce qu'il te demande, le moment où tu dis non, c'est compliqué. Donc je préfère être ferme sur les choses qui sont pas négociables. Quand je suis dans une négociation, n'importe laquelle, si on me fait une demande irréaliste, je préfère tuer la frustration tout de suite. Dire non, ça malheureusement, ça sera pas possible. Je préfère vous le dire. Si c'est vraiment ce que vous voulez, on va arrêter de discuter. Parce que ça, je ne pourrais pas vous le donner. Le danger, c'est si tu fais croire à la personne que tu vas lui donner un truc que tu sais que tu ne lui donneras pas. Tu crées l'espoir. Et l'espoir, avec le temps, tu crées de la frustration si à la fin, tu lui dis bah non, finalement, vous ne l'aurez pas. Donc je préfère prendre le risque dès le début de dire non. Et ensuite, on va si on peut trouver autre chose, plutôt que lui laisser penser qu'il pourrait tout avoir, tout demander, et donner des noms systématiques. Est-ce que tu peux nous raconter une prise d'otage? Tu sais, la prison de Fresnes, ouais. Tu as vécu une grosse prise d'otage. Est-ce que tu peux expliquer vraiment comment ça se passe? Oui, on est en 2001, on est au printemps 2001, dimanche, le jour de la fête des mères, et on a 2 détenus lourdement condamnés. Il y en a un qui a 15 ans de prison à faire, l'autre qui a 30 ans de prison à faire. Pour avoir un dossier avec 30 ans ferme en France, il faut vraiment un gros dossier. Et donc, ils vont organiser une tentative d'évasion par hélicoptère. Ils vont détourner un hélicoptère de loisirs. C'est une femme qui pilote l'hélicoptère. L'hélicoptère va arriver au-dessus de la prison de Fresnes, au moment où ils sont dans la cour de promenade. Sauf que la corde est trop courte. L'hélicoptère balance une corde, mais il leur manque 1 mètre de corde pour arriver à s'accrocher. Donc ils se retrouvent coincés dans la prison. L'hélicoptère, dans un sac, balance Kalachnikov, gilet pare-balles, Colt 45, et on a 2 détenus qui n'ont pas grand-chose à perdre, qui se retrouvent avec des gilets pare-balles, un arsenal, dans un lieu qui est fait pour que personne ne rentre, y compris les gens du raid. Ils vont prendre en otage 2 surveillants de prison et ils vont faire une demande qui est qu'on leur ouvre la grille principale pour sortir dans la rue. Et évidemment, cette demande irréaliste, on va la purger tout de suite. Stop, on n'ouvrira pas cette grille, vous allez rester dedans. Et là commence la négociation. On est 2 négociateurs, mon collègue Christophe et moi, et on crée la relation avec les 2 preneurs d'otages. Et on va jouer justement pendant cette
cette situation de la création du lien. On va jouer le gentil et le méchant. Moi, je vais jouer le méchant, je vais dire non assez souvent, je vais bloquer la relation pour laisser la balle à mon collègue pour que lui, justement, il puisse commencer à faire des propositions et arriver à purger le truc. Le fameux good cop, bad cop. Ça marche à chaque fois. Ça marche. Mais ça marche à chaque fois. Et ça, vous vous mettez d'accord au début? C'est le principe du binôme, bien sûr. Tu choisis celui qui va jouer l'opposition. Et ça fonctionne. Ça marche tout le temps. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va te dire non, tu vas rentrer en but, tu vas t'affronter, tu vas purger ton émotion. Sauf que cette émotion, une fois que tu l'as purgée sur l'un, tu n'auras pas besoin de la purger sur l'autre. Et par effet de contraste, celui qui joue le gentil, il crée la relation, il crée le lien. Comment ça se passe quand tu rentres, du coup, là, en négociation? Donc oui, non, toi tu dis plus non, etc., machin. Comment tu fais là? C'est quoi l'issue possible? L'issue possible, ça va dépendre de leur intérêt. Dans Hermione, le I, c'est trouver l'intérêt de l'autre. Et quand on voit les images de la corde qui est trop courte, on se dit, mais ils ont perdu la face. Donc il faut que personne ne le sache. Et on sait qu'ils ont une télévision dans l'endroit où ils se trouvent, le bureau où ils sont retranchés avec les otages, et ils regardent TF1. Et par chance, à l'époque, le journaliste de TF1 qui couvre l'événement, Pierre Barretti, est quelqu'un qu'on connaît, et on dit à Pierre, ne donne pas l'information. Ne dis pas que la corde était trop courte. Donc Claire Chazal, aux 20h, elle annonce la prise d'otage du dimanche soir, tu vois, c'est le journal de 20h que tout le monde regarde, mais elle ne dira jamais que la corde était trop courte. Et donc, quand ils regardent le 20h, ils se disent, putain, personne l'a vu. Pour pas qu'ils soient humiliés. Bien sûr, si tu es humilié en prison, c'est la mort psychologique. Et là, ils peuvent aller jusqu'au bout. Là, ils peuvent décider de se suicider. On appelle ça un suicide by cop. Suicide by cop, c'est quelqu'un qui veut être abattu par les policiers. Suicide par la police. Donc là, on arrive à créer cette perception qu'il y a peut-être une sortie possible. Après, dès le début, on leur dit qu'ils ne sortiront pas de prison. Mais on leur donne le choix de la prison dans laquelle ils vont partir. On leur dit, vous ne sortirez pas, malheureusement, la grille, on ne va pas l'ouvrir. Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. La grille, personne ne va l'ouvrir. Mais ce qu'on peut vous proposer, parce que vous avez pris soin de vos otages, et c'est vrai, ils ont été attentifs aux otages. Ils n'ont pas violenté. Pas de violence. On a créé la relation. Exceptionnellement, on vous laisse le choix. Et on a cité 4 prisons de même niveau que Fresnes, dont 2 étaient des prisons parisiennes, Bois d'Arcier et La Santé. Et les 2 preneurs d'otages ont choisi chacun une prison parce qu'ils étaient parisiens et qu'ils ne voulaient pas que leur famille soit obligée de partir trop loin pour les voir. Donc ouais, on peut trouver des issues dans des situations où tu penses que tu t'en sortiras pas. Donc là, ils relâchent... Ils relâchent d'abord un premier otage et un des 2 preneurs d'otage se rend. Et ensuite, le dernier preneur d'otage relâche son otage et finit par se rendre à la fin. Vous avez rattrapé la fille qui pilotait l'hélicoptère? On ne l'a pas rattrapée sur le coup. Elle est allée se poser un petit peu plus loin dans un stade et puis les complices sont partis. Les complices ont été retrouvés et condamnés. Mais oui, elle était courageuse. Il y a une émission télé, Faites entrer l'accusé, qui l'a fait témoigner. Et ouais, elle est courageuse. Elle avait posé ses patins d'hélicoptère sur les filins qui étaient au niveau du toit. Elle ne pouvait pas descendre plus bas. Donc oui, c'était assez chaud. On a reçu plusieurs personnes ici qui sont évadées en hélicoptère, justement. Ouais. Michel Lepage, notamment, et en 99 au Baumettes aussi, je ne sais pas si tu as suivi. Et Patrick Guillemin, qui s'est évadé aussi en hélicoptère des Baumettes en 99. Tu n'étais pas sur ces... Non, sur ce coup-là, en fait, les filins ont bien fonctionné. L'hélicoptère n'a pas pu descendre trop bas. L'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont fait des tours de corde autour des patins de l'hélicoptère pour accrocher l'échelle de corde qui était en bas. Ils ont fait un tour de trop. C'est impressionnant, le fait de ne pas devoir être humilié comme ça, de penser à ce genre de choses-là. On les imagine pas comme ça, tout de suite. Et c'est le principe de toute négociation. Il ne faut jamais humilier la partie adverse, même si tu peux le faire, même si tu as le rapport de force. C'est aussi une obligation du négociateur. Tu peux avoir envie, tu peux tomber face à quelqu'un que tu détestes, mais tu dois garder cette réserve-là. Si tu l'humilies, tu lui fais perdre la face, la fois suivante, ta négociation elle est morte. Donc ouais, il faut faire attention à ça. Tu as déjà perdu un otage dans une négociation où on parle souvent des échecs dans notre émission, des succès, des échecs, c'est un morceau de vraie vie. Une vie, il n'y a pas que des succès, des échecs, c'est un mélange des deux. Est-ce que tu as déjà eu un échec professionnel où malheureusement tu n'as pas pu arriver à sauver la personne? J'ai jamais perdu d'otage quand j'étais au RAID, heureusement. J'ai jamais perdu d'otage aujourd'hui dans la gestion des kidnappings. Après, c'est la première chose que m'a dite Michel Marie, qui m'avait choqué d'ailleurs. Il m'a dit, prépare-toi à perdre un otage. Je lui ai dit, mais non, je suis venu pour sauver des otages, pas pour les perdre. Il m'a dit, oui, mais si ça devait arriver, comme c'est déjà arrivé dans d'autres opérations, des otages qui ont été abattus avant la fin de la mission ou de la négociation, tu dois te préparer psychologiquement à ce que ce soit possible. Et c'est vrai que c'était compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas naturel de se dire ça, mais il avait raison. Donc aujourd'hui, je me prépare pas à l'échec quand je mène une négociation, mais j'accepte que l'échec soit possible. J'ai pas de plan B, mais j'ai une capacité à faire évoluer mon plan A en me disant que oui, il y a des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent ne pas fonctionner. Ça fait partie du jeu. T'as déjà eu une négo avec un forcené qui t'a marqué vraiment? Un forcené qui m'a marqué, c'est un schizophrène qui retenait son fils pendu par les pieds au 8e étage de sa tour. Et en plus, ça m'a marqué parce que j'étais pas d'alerte ce jour-là. Pendu par les pieds dans le vide. Un gamin de 18 mois qui pendait au-dessus du vide. Donc tu peux rien faire physiquement au père, sinon il tombe... En fait, il le faisait parce qu'il avait peur que la police lui tire dessus.
Donc les pompiers étaient arrivés, avaient mis une bâche en dessous, mais le capitaine des pompiers nous dit, si le gamin tombe du 8e étage, franchement, à son âge, il n'aura pas le réflexe de se mettre sur le dos, on va le perdre. Et je suis pas d'alerte, en fait, ce jour-là. Et je rentre d'un stage de parachutisme. Et je reçois un coup de fil des collègues du RAID qui me dit, si tu peux te dérouter, on va avoir besoin de négociations. Et quand j'arrive sur place, on apprend que donc le schizophrène, qui est en rupture de traitement, là aussi, il est en train de péter les plombs. Il s'est enfermé dans son appartement, il a fermé ses rideaux. La seule fois qu'il sort pour parler, c'est avec le gamin pendu. Donc on ne peut pas lui parler longtemps, parce que le gamin, au bout d'un moment, il commence à cyanoser, tu vois, la tête est bleue. Et on me dit, il ne veut pas parler à la police, mais il veut parler au médecin. Donc, je mets une blouse blanche. Non, c'est vrai? Ouais. Et tu te déguises? T'es obligé. On n'aime pas mentir, mais dans ce cas-là, c'est la seule façon de créer le contact. Et je monte à l'étage pour aller lui parler. Et je m'approche sur le palier de la porte. Il a ouvert la porte. En fait, j'entends le gamin qui pleure à l'intérieur, ce qui est quand même la clé, le truc le plus important. Et donc, je le fais sortir. Et l'idée, c'était de le faire avancer assez loin pour qu'on puisse le saisir et le faire tomber. T'as une arme, là, cachée? J'ai rien. J'ai pas d'arme. Même pas sous la blouse? J'ai rien, du tout. Alors, la colonne d'assaut est au 7e étage. Elle est sur le palier qui est juste en dessous. Mais c'est un escalier ouvert. Donc, elle ne peut pas monter trop près parce qu'il va les voir. Et il est très, très stressé. Donc, il a un couteau dans les mains. Je lui fais poser son couteau. J'ai vu qu'il s'est ouvert les bras. Qu'est-ce qu'il demandait, lui? Il voulait quoi? Lui, il voulait rien. Il voulait qu'on lui foute la paix. Problème, encore une fois, de celui qui n'a pas de demande réaliste, n'a pas grand-chose à lui donner. Et en fait, il y a quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui fait un mouvement, je pense quelqu'un qui passe la tête, et je le vois regarder derrière moi. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Et évidemment, je ne me retourne pas parce qu'il est quand même face à moi, il est dangereux. Et il me dit, rentre docteur, viens, n'aie pas peur. Et il rentre dans l'appartement. Oh là là, faut y aller là. Hein. Normalement, faut pas y aller. Parce que... Non mais faut avoir du courage pour y aller. Ouais, mais il y a des règles. La règle première, c'est que tu rentres jamais dans la zone de sécurité d'un schizophrène. À moins d'1 mètre du schizophrène, il peut péter les plombs, c'est dangereux. La seconde, tu rentres jamais dans un lieu duquel tu peux pas t'échapper tout seul. Et tu rentres jamais dans un lieu qui est pas couvert par un sniper. Or là, les rideaux sont fermés, les snipers n'ont pas de visuel dedans. Et j'entends le gamin qui pleure. Et moi, ce qui me met dans le rouge dans mon métier, encore aujourd'hui, c'est quand des gamins sont impliqués, des gamins victimes. J'ai du mal à gérer mes émotions. En tant que père ou... En tant que plein de choses. Mais j'entends le gamin et je me dis, il faut rentrer. Et donc, je rentre. Et il referme la porte? Ouais. Et là, il fait 1m60, je fais 1m85. Tu vois, à l'époque, je suis boxeur, je suis pas trop mauvais. Je me dis, je vais pouvoir le saisir parce que eux, du coup, ils sont en train de monter pour préparer l'ouverture de la porte. En plus, l'ouverture, elle va se faire à la douce. Elle peut pas se faire à l'explosif. Il y a un gamin dedans. Donc, l'effet de blast pour lui abîmer les tympans. À la douce, c'est au fusil à pompe, quoi. Alors, c'est le pousseur hydraulique. Ah. Un pousseur contre la porte qui va pousser. Et qui va soit arracher la porte, soit arracher le chambranle de la porte. Mais tu sais que, imaginons que tu te jettes sur lui tout de suite, tu sais que tu en as au moins pour 10 secondes avant que les mecs arrivent, donc c'est quand même suffisant pour se prendre quelques coups de couteau. Alors, il a plus de couteau dans les mains, ça c'est déjà bien. Et puis surtout, je suis un peu dans l'excès de confiance. Parce qu'il est plus petit, je suis physiquement bien préparé. Tu parles de ça comme si c'était une erreur. Ouais, c'est une erreur, parce que un gars qui est en crise, il est dur comme du bois. Donc je lui saute dessus pour essayer de le maîtriser parce que je sens qu'il commence à s'énerver. Oui, je tente le coup, on est dedans. Le gars est énervé, je suis dans sa bulle de sécurité. Quoi qu'il arrive, ça va déraper. Et donc j'essaie de lui sauter dessus et je suis incapable de le maîtriser. Il a une force herculéenne. Et là, tu prends un coup dans le moral parce que tu dis... Putain. Donc j'essaie de le coucher, je le touche ici, mais rien à faire. Au menton, tape dans du bois. Donc j'essaie de le tenir, j'arrive à lui prendre le bras et je m'aperçois. Donc je suis derrière lui, je suis passé derrière lui, j'arrive à lui tenir la tête pour pas qu'il bouge. Le seul truc que je vois, c'est en regardant de ce côté-là, il a une paire de ciseaux qui dépasse de la poche arrière de son pantalon. Et lui perçoit qu'il peut l'attraper. Et il essaie de la prendre et je mets ma cuisse contre lui pour pas qu'il arrive à le saisir. Sauf que je suis plus lourd que lui. On bascule et on tombe et je me plante la paire de ciseaux dans la cuisse. Et là, ma seule question, c'est, faut te paraître dingue, mais qui est le médecin de permanence au RAID cette semaine? Parce que tu dis que si tu as pris la fémorale, c'est le médecin qui va te sauver la vie. Et donc là, c'est très très long, le temps qu'ils ouvrent la porte et qu'ils rentrent. Tu saignes? Alors, je ne le sais pas, sur le coup, franchement, j'essaie de tenir le bonhomme, je suis sur lui, ça gigote un peu, je sens que ça bouge aussi dans la cuisse. Et en plus, quand il rentre et qu'il casse la porte, il m'attrape et il me jette sur le côté pour lui sauter dessus, le saisir, s'occuper du gamin. Et moi, je vole dans un coin et j'ai un pantalon clair et je mets ma main sur le pantalon pour voir si je ne suis pas couvert de sang. Et par chance, je ne suis pas couvert de sang. Donc j'enlève ma ceinture, je commence à coincer ma cuisse, j'essaie de me faire un garrot au cas où ça saignerait. Et en fait, ils m'ont oublié. Je suis dans le coin, mais voilà, personne s'occupe de toi. Un mec qui passe, Jean-Marc, et qui me dit ça va Lolo? Mais non, ça va pas trop, les gars. Et puis tu commences à avoir la tête qui tourne quand même. Ah ouais. L'adrénaline. Tu te dis que t'as pris un coup dans la fémorale. Donc ouais. Donc par chance, non, c'était pas ça. Le médecin est arrivé, il a tout ouvert. On a regardé, il a recousu. Pourquoi ils ont donné l'assaut? C'est toi qui as dit, t'as crié quelque chose? Non, mais quand t'es dedans, ils t'écoutent en radio. Quand t'es à l'intérieur, c'est sûr qu'il faut qu'ils ouvrent la porte.
Une fois que tu es dedans, tu as un collègue qui est rentré, j'aurais pas dû le faire. Techniquement, il ne faut pas faire ça. Mais je rentre dedans parce que, bah oui, il y a le gamin qui est là et je me dis c'est la seule façon de le sauver. Bien sûr que je sais qu'ils ouvrent la porte. Ah, tu savais que ça y est. Ils sont très bons. Enfin, les fractions, en 30, 40 secondes, ils ont ouvert la porte. Ils t'écoutaient Non, je crois pas que j'avais d'induction en plus sur ce. Ouais. On en a parfois dans l'oreille, mais je crois que je l'ai pas prise parce que ça se voit un peu. Et j'avais pas envie qu'ils voient que j'avais quelque chose. Ah, et puis surtout, je pensais que ce serait facile. Je pensais que je pourrais le faire venir. Mais t'es surpris par la force du mec, en fait. Puis ouais, t'es surpris parce que t'es un peu en excès de confiance. C'est pas parce qu'il est petit que tu vas pouvoir le mobiliser. Il paraît que les gens drogués, c'est ce que disent certaines personnes qui sont déjà battues avec des gens sous cam ou sous produits différents. Il paraît que c'est dur comme du bois et que même en mettant des balles dans ces mecs-là, parfois, ce que disaient différentes personnes de groupes d'intervention, ils continuent d'avancer. Ouais. Bah, tu as l'adrénaline qui explose et donc tu sens plus la douleur. Si tu as pris de la coke ou des produits qui te laissent penser que tu es plus fort, bien sûr, la force de l'esprit, elle est énorme. C'est pour ça qu'il y a des méthodes de tir, notamment le pelvis shot, où tu tires au niveau du bassin pour faire tomber la personne, parce que tu sais que quelqu'un qui a soit un gilet pare-balles, soit quelqu'un qui est complètement drogué, va venir jusqu'à toi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a une négociation assez folle que tu as faite aussi, où le mec, en fait, n'était pas du tout peintre. Ah oui. Le gars, c'est un expert en fait. On part avec Michel Marie, on part, il pleut, il y a des cordes, il fait froid, on est en plein hiver. Michel Marie, qui est le premier négociateur du RAID, qui est celui qui m'a recruté. On part tous les deux, et Michel, c'était une de mes toutes premières opérations, donc je savais que j'allais pas négocier. Et on arrive sur place, et le préfet qui dirige l'opération me dit « Écoutez, vous inquiétez pas, son psychiatre est arrivé, le gars est retranché, mais il y a son psychiatre. Son psychiatre lui parle, tout va bien. » D'accord. Bon, déjà, il a un psychiatre, donc c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Et on va écouter le psychiatre qui parle, qui est derrière la porte. On rappelle un petit barbu. C'est pas un langage de psychiatre. Le gars est cash, il est direct, mais ça fonctionne. La relation a l'air de se créer. Et donc, il nous voit arriver avec marqué police. Et donc, il s'arrête, il vient nous voir et on descend un peu l'escalier. Et il nous dit voilà, j'ai pris contact avec lui, ça se passe bien, je pense que je vais le faire sortir. Écoutez, docteur, parfait, nous, ça nous va bien. Hein. Si ça sort tranquille, c'est bien, mais vous êtes donc son psychiatre traitant ? Il dit, mais alors, je suis pas exactement psychiatre, je suis psychologue. Ah, vous êtes psychologue, pas de problème, mais vous le connaissez, c'est votre patient, c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement. Il dit, je suis pas vraiment psychologue non plus, je suis psychothérapeute. Le gars est pas psychothérapeute, il est peintre en bâtiment. C'est vrai ? Il mange une pizza au coin de la rue. Il voit la police arriver, il voit le préfet, il dit, laissez-moi lui parler, je suis son psychiatre. Il est aussi fou que l'autre. Poussez-vous, je suis pédiatre. Sauf qu'il avait l'étiquette de l'expert. Et donc, on lui a donné la négociation le temps qu'on arrive. Ah, tu l'as laissé ouais. Bah, déjà, le temps qu'on arrive, il avait créé le lien. Et puis surtout, on ne s'est pas substitué. Il a créé la relation. Il a fait le truc le plus dur en négociation. Il a créé le lien avec l'autre. Donc, on s'est mis derrière lui. On l'a cornaqué un petit peu, mais il l'a fait sortir. Mais pourquoi il ne vous dit pas tout de suite Parce que le gars est dingue. Je pense qu'il est mythomane. Le principe du mythomane, c'est qu'il croit à son mensonge. Donc tu vois pas qu'il ment, puisque pour lui, c'est vrai. Et tu le laisses finir. Bah, il est au contact, il a créé la relation. Franchement, on va pas recommencer à zéro. Ça fonctionne. Tu as déjà dû négocier avec, au RAID, toujours, parce qu'après on va parler de ta nouvelle activité, où tu fais ça aussi pour des civils, ou même pour parfois des demandes de rançon, et des trucs très graves. Hein. Mais est-ce que tu as déjà dû, au RAID, pour terminer, dû négocier avec beaucoup de personnes d'un coup ? Ça m'est arrivé, alors c'était pas une négociation au contact direct, c'était, si mes souvenirs sont bons, en 2000, sur un retranchement collectif suite à une fermeture de site industriel. Je crois que c'est les Celatex. Et oui, il y avait une vraie menace. Une vraie menace parce que c'est des ouvriers dont on sait qu'ils ne vont pas retrouver du travail à côté de chez eux. L'usine va fermer. Ça, ils produisent de la viscose, donc il y a des produits chimiques partout. Et ils sont à côté de la Meuse, si mes souvenirs sont bons. Et ils menacent de déverser les produits chimiques dans la Meuse, ce qui est très emmerdant, évidemment. Mais surtout, ils menacent de faire exploser des produits chimiques, de faire sauter l'usine. Et donc le RAID est mis en alerte pour éventuellement que les shooters viennent se poser sur le toit de l'usine pour sécuriser l'usine et éventuellement qu'on prépare une intervention par la force parce que la menace, elle est quand même marquée. Et je vais faire un premier contact au téléphone avec un des délégués syndicaux qui était présent. Je me fais passer pour quelqu'un de la préfecture parce qu'on ne va pas lui dire que le RAID est mobilisé pour ce type d'opération. Et c'était surprenant parce que le gars m'a donné une phrase dont je me rappelle encore aujourd'hui. Il me dit, j'ai rien à perdre. Je ne trouverai pas de boulot à proximité. Je dois payer ma maison, ma femme travaille dans la boîte, mes enfants vont à l'école à côté. En fait, il me fait la liste de tout ce qu'il va perdre, en me disant qu'il n'a rien à perdre. Donc ouais, dans ce type de cas, les séquestrations sociales ou les rétentions sociales, c'est compliqué. Parce que ouais, tu te dis que c'est des pauvres bougres. Et qu'à leur place, ben ouais, peut-être que tu ferais pareil. Mais encore une fois, tu ne peux pas tomber dans ce piège-là. Donc tu gardes de la distance pour créer le lien, les faire parler, les amener à comprendre que les conséquences de leurs actes... Oui, c'est pas des mecs méchants. Non, c'est pas des mecs méchants. Des travailleurs. Ils sont au bout du rouleau. Ouais, c'est ça. C'est des travailleurs. Ça aurait pu être quelqu'un de ma famille, bien sûr. Donc c'est ça le boulot difficile du négociateur, c'est de garder de la distance, pas de se retrouver impliqué. Et il arrive des cas où tu n'y vas pas, parce que tu es trop proche.
Parce que ça te rappelle un truc que tu as vécu. Moi, ça m'est arrivé sur une prise d'otage de me dire, j'y vais pas, je le sens pas. Ah, wow. Je ne sens pas la personne parce que son ton de voix, ça me parle, j'ai l'impression que je la connais. Je ne suis pas la bonne personne. Ça t'est déjà arrivé d'échouer une négo, parce que le principe, c'est d'abord la négo, et si la négo ne marche pas, de donner l'assaut, en gros, c'est le principe. Ouais. Et parfois, ça t'est arrivé tu vois que ça ne marche pas, et tu dis à votre chef, tant pis, j'y arrive pas, et puis malheureusement, le mec se fait tuer. Alors, le mec se fait tuer jamais, ça m'est jamais arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est de ne pas vouloir lâcher. Je suis un trop optimiste. Je me dis toujours ça, on va y arriver, on va réussir. Donc souvent, c'est le chef qui me disait, ou le collègue qui me disait, stop, on arrête, ça marche plus. Ça tourne en rond, ça marche pas. Donc j'étais plutôt très, très engagé, très, très optimiste. J'ai changé en vieillissant. Maintenant, je sais dire stop et arrêter une négociation. Mais c'est que quand j'étais au raid, j'ai tendance à considérer qu'on pouvait tout régler et que ça pouvait marcher. Il y a des gens avec qui c'est pas possible de négocier. Un terroriste qui est lancé dans son idée de vouloir aller au bout de son action, il n'y a pas d'objectif commun à partager avec un terroriste. Tu ne peux pas créer avec lui un but commun à atteindre. Donc ça ne fonctionne pas. Les dogmatiques, au sens large, ceux qui ont une vérité, qui n'est pas la vraie vérité scientifique, par exemple, c'est compliqué de leur faire changer leur position parce qu'ils vivent dans une vérité qu'ils sont construite. Un dogmatique, il a sa vérité, il l'étaye, il te l'explique, elle n'est peut-être pas juste, mais c'est la sienne, et il a souvent construit sa personnalité là-dessus. Tu ne peux pas les changer s'ils n'ont pas envie de changer. Face à ces gens-là, c'est compliqué de négocier. On va parler des émotions primaires après, dans 30 secondes, juste avant. Par rapport au film, tu vas me dire si ça correspond ou pas, par rapport à la réalité, finalement, que toi, tu as vécu. J'ai regardé un peu les trucs avec les négociateurs. Alors, dans les films, ils viennent toujours désarmés, les mains en l'air, sans gilet pare-balles, et ils s'approchent, ils disent « je pose tout, regarde, Bernard, je m'approche, tu vois, j'ai rien ». Est-ce que c'est comme ça, du coup? Ça peut être comme ça, ouais. Ça peut être comme ça. Cette garde-là, c'est la garde d'apaisement. On t'a déjà demandé ça? Rentre dans la pièce? Oui. Alors, dans la pièce, on rentre jamais dans la pièce, sauf malheureusement quand tu le fais parfois, mais tu rentres jamais dans la pièce. La garde d'apaisement, c'est Robert Paturel, un ancien du raid, un super boxeur, qu'on a formé à la négociation et qui est un bon négociateur, qui disait, moi, quand j'arrive et je fais ce signe-là, cette garde d'apaisement, elle est censée montrer à l'autre que tu es là pour venir trouver une solution. Donc oui, on peut arriver parfois dans ces situations en disant, voilà, je viens trouver une solution, j'ai pas d'arme sur moi, ok, on va discuter. Mais ça, tu le fais que quand tu es certain de ne pas avoir une arme braquée sur toi. Si le gars a un flingue qui ne va pas. Quand tu es certain que tu peux créer la relation visuelle. Et puis tu le fais parce que, oui, c'est aussi un gage que tu donnes à l'autre. Je viens de voir les yeux dans les yeux, donc je te fais confiance. Je te donne déjà ma confiance a priori. Donc j'attends que par réciprocité, tu me donnes ta confiance. Est-ce que c'est possible que le négociateur ramène un proche d'un criminel? Est-ce que tu as déjà ramené la maman de quelqu'un qui est déraisonnable et tu dis, regarde, je te passe ta mère? Ouais. On évite, on appelle ça les TPI, les Third Person Intermediaries. Les Américains au FBI, quand j'ai fait ma formation au FBI, on nous disait « Attention aux TPI, ça fait monter la pression ». Si c'est bien géré, tu peux le faire. Dans la moitié des crises que j'ai gérées quand j'étais au raid, on faisait intervenir un tiers. Et dans la moitié de cette moitié, donc un quart des crises, ça a amené une solution pacifique. Après, ça peut aussi renforcer le côté négatif. Sur la prise d'otage de Fresnes, on amène la maman dans des deux preneurs d'otages, et il nous dit « Si je parle à ma mère, je sors ». Tentons le coup. Et la maman est là, on la briefe un peu. Et en fait, quand le contact commence, il lui dit, en fait, je voulais te dire adieu, je veux mourir aujourd'hui. C'est le jour de la fête des mères, en plus. Et là, tu dis, pardon. Sauf que, quand il dit ça, c'est pas à elle qui parle, c'est à nous. En fait, il nous passe le message. Il veut nous faire croire qu'il va aller jusqu'au bout. Donc oui, ça fait monter la pression. On n'aurait peut-être pas dû le faire. La mère, elle doit prendre une deuxième... Ouais, et puis elle était derrière son fils, évidemment, c'est une maman. Donc oui, elle a dit, ben écoute, je te soutiens. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Donc là, ouais, toi, tu prends un coup. En tant que négociateur, on a essayé, ça ne marche pas. Mais ça a aussi un peu réhumanisé la relation. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais. Et c'est souvent la maman, c'est la femme, c'est les enfants? C'est souvent un proche. En fait, il faut que tu trouves un proche qui a du lien, qui a de la relation avec la personne qui est en face, qui a de l'influence. Parfois un pote ou pas? Ça pourrait être un pote. Il faut quelqu'un qui soit positif. Si la personne a un problème avec son père et tu mets son père au contact, tu sais que ça va déraper. Ouf, mauvaise pioche, c'est pas la bonne personne, les gars. Mais oui, tu essaies de trouver un contact, soit parce que l'autre va te le demander, soit, et c'est souvent le cas, parce que la famille ou les proches te disent bah, « laissez-moi lui parler, je vais le convaincre ». Ils sont persuadés qu'ils vont le convaincre. Dans les films, parfois, ils te demandent un hélico, une voiture de sport avec du cash dans le coffre, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as déjà fait ou c'est impossible en France? Alors moi, je ne l'ai jamais fait. Tu pourrais le faire sur un piège. Tu pourrais te dire, il n'y a pas d'autre solution que lui sauter dessus, et pour lui sauter dessus, il vaut mieux le mettre dans les conditions les plus favorables pour la colonne d'assaut. Donc tu pourrais laisser penser que tu vas lui filer une bagnole, puis quand il sort, en fait, tout est organisé pour ça. Mais moi, j'ai jamais fait cette remise-là. On a toujours dit non sur ce type de choses. Tu lui donnes pas le moyen de se barrer. Si tu lui donnes le moyen de s'échapper et qu'il s'échappe, tu passes un peu pour un imbécile. Le négociateur doit partir à la retraite le jour où il a appelé pour sa plus grosse négociation. À chaque fois, c'est toujours le moment où il part, le gars, il y a le truc énorme qui lui tombe dessus, etc. Est-ce que ça t'est arrivé le jour où t'es parti?
Non, pas le jour où je suis parti. Ça m'est arrivé le jour où je partais en vacances. Parce que quand on lance ce métier, on n'est pas nombreux. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de négociateurs dans plein de services, et c'est très bien, ce métier a pris de l'essor. Mais en 98, on peut se réunir dans une cabine téléphonique, les négociateurs de crise. Ah oui? Ouais, on n'est pas très nombreux. Le métier est vraiment naissant. Au GIGN, au RAID, on est que quelques-uns. Donc quand tu pars en vacances, t'amènes ton beeper. Et je partais jamais à plus de 2 heures du service en vacances. Parce que je me disais, s'il y a une opération, un gros truc, et tu la rates, mais tu t'en mords les doigts. Donc, ça fait combien de temps au RAID? J'ai fait 5 ans au RAID. Est-ce que vous utilisez, comme dans les films, des mégaphones pour négocier? Est-ce que ça arrive? Bon, alors, ça peut arriver s'il n'y a pas d'autres moyens. C'est stressant, quoi. Ouais, c'est pas stressant, tout le monde entend, tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de confidentialité dans les échanges. Est-ce que le négociateur, comme dans les films, peut finir par sauver un otage lui-même? Ça peut t'arriver, oui. Ouais, quand tu es au contact et que tu as l'opportunité de le faire, bien sûr. C'est pas physiquement, je parle. Hein, oui, c'est pas le job du négociateur de sauter sur le preneur d'otage. Mais si tu n'as pas d'autre solution, ce que j'ai failli faire, ce que je voulais faire avec ce forcené retranché, ouais, tu peux le tenter. Est-ce que, comme dans les films, les négociateurs peuvent faire diversion pour que le forcené ne voit plus la connasse arriver derrière, par exemple? Tiens, regarde là, tu vois, mon contrat. Et hop, en fait, il regarde de l'autre côté. Bien sûr, tu peux attirer l'attention. Tu peux attirer l'attention dans un endroit, tu peux dire on va se parler à la fenêtre et en fait la colonne rentre par la porte, bien sûr, ça tu peux le faire. Est-ce que comme dans les films, le négociateur finit toujours par donner l'ordre aux policiers de baisser leurs armes pour négocier tranquillement avec le criminel? En fait, être le good cop. Écoutez les gars, baissez vos armes, je discute avec Bernard le temps qu'il se calme. Tu peux utiliser la colonne d'assaut pour créer du rapport de force. Ça arrive. Bien sûr, elle peut se montrer. Tu peux leur demander d'avancer, d'être visible plutôt que d'être discret. Montrez-vous. Et en face, tu vas faire reculer la colonne d'assaut pour dire regarde, voilà, je les ai fait reculer, on va discuter. Tu peux me faire confiance. J'ai du pouvoir sur l'intervention. Ils vont pas intervenir si je leur dis pas. Donc, ce qui est pas vrai d'ailleurs, c'est pas le négociateur qui déclenche l'assaut. Mais tu lui fais croire que oui, tu as ce moyen de le protéger et finalement de faire en sorte que la négociation soit plus efficace pour lui que l'intervention. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les émotions primaires? C'est intéressant. Ouais. Les émotions primaires, ce sont des émotions légitimes. C'est la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût, le mépris, la peur. Et ces émotions, on les appelle aussi émotions darwiniennes, puisque c'est Charles Darwin, quand il a fait le tour du monde sur son bateau, qui s'est aperçu qu'en croisant des communautés qu'il n'avait jamais vues d'hommes blancs, donc ils ne connaissaient pas leur culture, ils ne connaissaient pas leur éducation, mais ils voyaient tout le temps des fuites émotionnelles sur leur visage, et ils arrivaient tout le temps à relier ces fuites émotionnelles à une émotion particulière. Quand tu es triste, par exemple, tu as la commissure des lèvres qui va descendre, la pointe interne des sourcils qui remonte et une ride au milieu du front. Bon, ces 3 signes-là sont les signes de la tristesse. Et donc, Darwin s'est dit, ces émotions sont universelles. Tout le monde les a, quelle que soit ta couleur de peau, que ton éducation. Et on appelle ça donc les émotions primaires. Sauf que quand Darwin est rentré en Angleterre, il a essayé de dire que les émotions étaient universelles. Certains ont dit non. Elles sont liées à la culture, à la couleur de peau, à l'ethnie. Darwin a mis ça de côté. Paul Ekman, qui est celui qui a inspiré la série Lie to Me, a repris ses travaux. Et Paul Ekman a montré que les émotions sont bien universelles. Elles touchent tout le monde, y compris des aveugles de naissance qui n'ont jamais vu d'émotions, mais qui ont les mêmes activations musculaires. Donc ces émotions primaires, elles sont toujours légitimes. On essaie de les travailler, de les accepter. Les accepter parce que c'est toujours intéressant de montrer tes émotions aux autres, si elles sont contrôlées. Par exemple, tu vas négocier avec quelqu'un qui va te mettre en colère. Quelqu'un de mauvaise foi. Je ne sais pas ce que ça te fait, la mauvaise foi. Quelqu'un qui te ment, il sait qu'il te ment. Il sait que tu sais qu'il te ment. Et il refuse de reconnaître qu'il te ment. Moi, ça crée une frustration de mes valeurs. Si tu me mens, c'est un vrai problème. Et donc, je sens la colère qui monte. Et j'ai envie que l'autre voit que je suis en colère. Parce que j'ai envie qu'il perçoive inconsciemment, que son cerveau se dise ce que je suis en train de faire, ça génère chez lui une émotion. Et par effet d'empathie, il va percevoir que son attitude crée chez moi une émotion et que s'il veut que ça se calme, il faut qu'il change son comportement. Donc si tu mets pas d'émotion, t'es poker face, la personne ne voit pas que son comportement génère chez toi cette émotion primaire. Par contre, ce qu'on veut pas, c'est que l'émotion primaire se dégrade. La colère est légitime, l'agressivité ne l'est pas. Si tu t'emportes, tu pètes les plombs, là, tu te discrédites. La tristesse est légitime. C'est bien d'être triste. Ça permet de tourner la page, de faire le deuil. La mélancolie, elle est dangereuse. Donc il y a plein d'émotions primaires. Il y en a 6, une 7e si on rajoute le mépris. Les 7 émotions primaires, si tu regardes avec tes enfants le film Vice Versa, le film de Walt Disney qui parle des émotions, Walt Disney te montre 5 émotions. Ces émotions, on les a tous. Et elles sont utiles, elles servent à quelque chose. Par contre, ce qu'on doit faire, c'est les maîtriser, les contrôler pour éviter qu'elles dérapent. Tu vas quitter le RAID en 2004. Ouais. Tu vas travailler dans un cabinet de conseil au départ, ouais. Puis en 2005, tu vas quitter complètement la police. Ouais. Pourquoi tu décides de partir du RAID alors que c'était ton rêve? Je suis venu avec une promesse. On m'a dit, si tu viens, tu prendras la place de Michel Marie. Et les promesses, ça n'engage que ceux qui les croient. Et évidemment, ça ne marche pas comme ça. Une fois que le patron du RAID qui m'a fait cette promesse est parti, un nouveau patron arrive, il amène son équipe. C'est logique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis j'étais venu pour lui, pour Michel Marie. Je pense que la moitié de ce que je pratique aujourd'hui en termes de technique, c'est lui
qui me les a apprises. Donc ouais, j'ai été venu suivre le bonhomme. Et le patron du raid en question est parti dans un cabinet de conseil qui appartient au ministère de l'Intérieur. Et il m'appelle un jour, il me dit, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Si vous voulez, je monte une équipe de négociateurs de crise qu'on va mettre au profit des entreprises pour gérer leur kidnapping, leurs extorsions. Et si ça vous intéresse, vous montez l'équipe. Je vous récupère et vous montez l'équipe. Et donc, je pars le rejoindre dans ce cabinet de conseil, mais je reste fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que j'ai besoin d'autorisation pour partir en mission d'État. Et un jour, je suis parti au Nigeria sur un kidnapping. On est arrivé sur place. On a pris contact avec les autorités locales. On a pris contact avec les kidnappeurs. C'était le MEND, le mouvement d'émancipation du Delta du Niger. On a négocié la libération, qui n'a pas coûté grand-chose. On a ramené l'otage à la capitale pour le débriefer. On l'a ramené en France pour le débriefer. Et le jour où j'atterris en France, je reçois l'autorisation officielle de partir au Nigeria. Donc je transgressais les règles tout le temps, parce qu'il fallait aller vite. Donc je me suis libéré de cette contrainte et j'ai démissionné pour monter à 32 ans. Équipe. Ouais. Tu vas divorcer la même année. Ouais. Changement de vie, finalement, total. Tout en même temps, c'est compliqué. Le couple trinque dans un métier comme ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand tu fais ce métier, moi, je me disais que ma femme et mes enfants n'avaient pas choisi ce métier-là. Donc, ils n'ont pas choisi les émotions que je ramenais à la maison. Donc, j'étais apathique. Je mettais peu d'émotions quand je parlais. J'essayais de les protéger de l'émotion, mais j'en mettais pas. Et ça marche pas. Évidemment, ça fonctionne pas. Donc, ouais, j'ai divorcé, j'ai changé de métier. Chez Géos? Ouais, j'ai rejoint le groupe Géos. Le fondateur du groupe Géos était un bon copain, donc il m'a dit, écoute, je monte une équipe de négociateurs. Il y a des assurances qui couvrent le risque de kidnapping. Ah bon? Ouais, bien sûr. Quand tu voyages? Ouais, aujourd'hui, tu peux t'assurer contre le risque de kidnapping. On appelle ça les CARE, les Kidnap and Ransom. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a énormément. C'est vrai? Il y a plein d'entreprises assurées contre le kidnapping. Alors, c'est bien de ne pas le savoir, parce que si tu dis au kidnappeur, je suis assuré, vous inquiétez pas, bon, tu viens de rajouter un zéro à la demande de rançon. Ah ouais. Mais oui, il y a des assurances qui existent. Et je suis sollicité. Sur le territoire métropolitain, mais alors, il n'y a pas de négociation en France. Tu peux pas gérer un kidnapping en France et avoir une assurance qui va te rembourser. Mais quand tu pars dans des pays à risque, et c'est là qu'elle couvre ce risque-là. C'est quoi un pays à risque en kidnapping? Un pays où tu peux te faire kidnapper. Le Mexique. Mexique. Ouais, aujourd'hui tu pars au Mexique. Alors si tu pars en touriste avec un tour opérateur, tout va bien. Si tu décides d'aller te promener dans des endroits... Avec un backpack, avec un sac à dos... faut faire attention. Tu as des endroits en Afrique, des endroits en Indonésie, un peu partout dans le monde. Brésil, Colombie, Nicaragua, bien sûr, tu peux te faire kidnapper. Venezuela. Tu vas y aller, d'ailleurs, un jour. Ça va être quoi ta première négociation, justement, là, dans cette boîte Géos? Ouais. Alors, ma toute première négociation, je suis sollicité pour un gars qui est kidnappé au Mexique. Et l'assurance me dit, on vous envoie chez ce client, un grand groupe français. Si vous réussissez, vous devenez notre consultant pour tous les pays francophones, pas que la France. Si ça marche pas, il faudra faire autre chose. Et donc j'arrive à l'accueil de ce grand groupe, je monte à l'étage de la direction, on m'annonce... La direction en France? La direction en France. Oui. Et c'est un de leurs collaborateurs qui est kidnappé au Mexique. Et le PDG du groupe m'accueille, on lui a annoncé le négociateur, et j'ai 32 ans. Hein. Et donc il s'approche de moi, il me serre la main, il me lâche pas la main, il regarde derrière moi, il me dit, vous n'êtes pas trop jeune pour faire ce job? Et là, soit t'as ton ego qui te dit, et toi, t'es pas trop vieux pour faire le tien. Connard, c'est ce que j'avais en tête, c'est clair. Soit tu te justifies, j'en ai déjà fait plein, et je viens du raid, et j'ai une expérience. Soit tu le joues avec des questions. 3 questions. Une question fermée qui provoque un oui, sur l'objectif collectif. Une seconde question ouverte d'investigation pour l'amener à se justifier. Une 3e question fermée qui provoque un oui, pour déclencher la relation. Première question fermée qui provoque un oui. Vous avez un collaborateur kidnappé, vous souhaitez qu'on le ramène chez lui, c'est ça? Évidemment qu'il me dit oui. Question d'investigation. Quel âge faudrait-il d'après vous pour faire ce job? Et il ne sait pas quoi répondre. 3e question d'engagement qui provoque un oui. Si je vous montre que j'ai l'expertise et l'expérience pour travailler sur ce type d'affaires, vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble? Évidemment qu'il m'a dit oui. Donc là, ma préparation de négociateur, elle ne m'a servi pas avec le kidnappeur, elle m'a servi avec mon client pour arriver à me faire accepter. Et ce qui était très classe, c'est qu'une fois qu'on a géré l'affaire, on a réussi à faire libérer la personne. Au Mexique, pour quelques centaines de dollars, tu récupères l'otage. Ah oui? Ouais, ils demandent quoi? Ils ont demandé quelques milliers de dollars, on a donné quelques centaines de dollars. Tu sais, quand tu es à Ciudad Juárez, tu dis, vous voulez 12 000 $? Vous êtes fous, on n'a rien, on n'a pas cet argent. Allez, si on a 450 $ disponibles tout de suite, c'est bon. Et pour 1 000 $, tu vas récupérer ton otage. Ils rigolent pas en plus. Non, ils rigolent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment... Il faut quand même jauger. Et quand l'otage a été libéré devant tout le monde, il s'est excusé de m'avoir accueilli de cette façon-là. Et c'est devenu mon premier client à l'époque, mon plus gros client. Ah, fort. Après, je suis parti sur le vrai gros kidnapping structuré où je suis parti sur place. C'était au Venezuela, dans le Barinas. T'es fluent, tu parles couramment? Je parlais couramment, ouais. Parce que j'imagine que pour négocier, il faut quand même bien maîtriser les langues. Ouais, mais il sait tout de suite que t'es pas natif. Donc,
Quand on t'envoie parce que t'es de la famille de la personne kidnappée ou t'es un représentant d'entreprise, ils comprennent que c'est pas ta langue maternelle. Et donc je pars au Barinas, et en fait c'est un enfant kidnappé pour une famille fortunée. Et ce qui me marque, c'est la demande de rançon. 3,2 millions. 3,2 de dollars, tu parles d'euros. De dollars, de dollars. Ouais, pas de bolivars. De bolivars au Venezuela, ça vaut pas grand-chose. Ils demandaient des dollars. Et 3,2, mais pourquoi 3,2 ? Ils demandent 3 millions, 4 millions, 5 millions, très 10 précis, millions. Là, ouais. 3,2. Je sens qu'il y a un truc avec le grand-père. Il est pas clair. Et il me dit, il faut absolument que ce soit l'assurance qui paye, il faut absolument payer le moins possible. Attends, on parle d'un de ses petits-enfants, quand même. Et en fait, on va enquêter un petit peu sur le grand-père, et on va s'apercevoir qu'il a fait un virement depuis la Suisse sur un compte au Venezuela de 3,2 millions de dollars. Et donc, il y a une complicité dans la banque. La personne qui a reçu le virement a donné l'info à des kidnappeurs. Cette personne a 3,2 millions de dollars sur son compte. Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, la complicité, elle était interne, à la fois à la banque et à la fois avec un des personnels de maison. Donc oui, on a payé pour faire libérer cet enfant, pas 3,2 millions, mais les kidnappeurs savaient qu'on avait de l'argent, beaucoup d'argent. Le temps d'arriver au Venezuela physiquement, il se passe combien d'heures ? Un kidnapping, ça peut durer des jours. Ah oui. La durée moyenne d'un kidnapping aujourd'hui, alors je te parle des chiffres que j'ai, hein, j'ai pas accès aux chiffres mondiaux, il y a un chiffre noir assez énorme, mais c'est entre 3 et 5 jours. La durée d'un kidnapping moyenne. Mais ça peut durer jusqu'à 7 ans. Le kidnapping le plus long auquel j'ai assisté, j'ai pas participé directement, mais on suivait l'équipe qui était sur place, c'était 7 ans. Donc tu as le temps d'arriver, tu as le temps de te poser. Puis le kidnappeur, quand il sait qu'il y a de l'argent, il n'est pas pressé. Tu vas être toi-même retenu en otage lors d'une négociation, tu vas essayer de faire sortir quelqu'un et ça va se retourner contre toi. Enfin, tu vas réussir puisque la personne va être libérée, mais ils vont te prendre toi en otage. En fait, ils vont me retenir quelques heures. C'est où ça ? En Colombie. Et en Colombie, en plus, mon métier est interdit. Hein. Alors c'est peut-être plus interdit maintenant, mais à l'époque, c'était interdit. On ne pouvait pas négocier à titre privé. Et il se trouve qu'on va négocier avec le Frente 10 des FARC. Donc les FARC, c'est les Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est dans la jungle, un groupe marxiste, de rebelles marxistes, en pleine jungle. Et donc on va négocier avec eux. C'était Manuel Marulanda, le numéro 2 des FARC, qui était au contact. Et donc, tu le vois jamais, hein, bien sûr. Donc, on fait une remise de rançon, on amène l'argent, et on espère qu'il libère l'otage. Il ne le libère pas tout de suite. Parce que tu te retrouves... donc là, tu es marié, tu as des enfants à l'époque, machin. Tu te retrouves dans la forêt avec les FARC. Ouais. Il y a quand même le moment où tu dis, c'est quand même dangereux, mon métier, même plus qu'au raid, finalement. Ouais, mais tu fais pas attention. T'as plus chaud qu'au raid, là. T'as plus chaud, mais c'est, encore une fois, t'es dedans, ça fonctionne, tu sais que tu vas sauver l'otage, donc ouais, t'es pas loin de toucher le but. Et pourquoi c'est pas la police qui fait ça ? Parce que tu fais pas confiance à la police. Là-bas ? Alors là-bas et ailleurs. Et les Français peuvent pas t'accompagner ? Il n'y a pas de la DGSE ? C'est pas un Français qui est kidnappé, en l'occurrence. C'est un local kidnappé parce qu'il bosse pour une boîte française. Donc c'est pas un ressortissant français. La plupart des gens pour lesquels on négocie aujourd'hui, c'est pas des Français. Pour les Français, il y a la DGSE qui gère, le ministère des Affaires étrangères, bien sûr. Mais nous, on traite des cas de Mexicains kidnappés au Mexique parce qu'ils bossent pour une boîte européenne. Et c'est la boîte européenne qui est assurée et qui nous envoie faire le... Et tu te retrouves avec un sac de cash dans la jungle ? Avec un sac avec de l'argent, c'est pas très gros. Ça ressemble à un film, là. Ouais, mais c'était comme dans les films. Et tu ramènes l'argent, sauf que j'entends 2 personnes à qui on donne l'argent qui disent on va le garder parce qu'on va demander une rançon pour lui. Ils sont tous armés, les FARC, vraiment ? Ils sont tous armés. Ça ressemble à quoi Ils sont dans la jungle des FARC. Ils sont en treillis, ils sont souvent en bottes en caoutchouc, ce qui est assez marrant, ce qui ne doit pas être très confortable. Mais oui, c'est des guerrieros. Donc ils ont des brassards aux couleurs de la Colombie. Ouais, ça rigole pas du tout, les FARC. Ça rigole pas, non. C'est un mouvement marxiste, c'est un mouvement idéologiste. Et en plus, ils sont très sécures entre eux. Ils font attention, ils ne se font même pas confiance entre eux. Entre les divers fronts des FARC, ils ne se font pas confiance. Tu n'as pas le droit d'être en couple avec un autre membre des FARC, par exemple. Oui, les règlements sont très compliqués. Et là, je me dis, quand j'entends ça, je me dis, putain, c'était une connerie de venir. Parce que j'étais pas obligé de venir. J'aurais pu faire confiance à la personne qui amène l'argent. Donc je leur dis, par chance, je parle espagnol, je leur dis, mais c'est la dernière personne qui vous amènera de l'argent. Profitez de cette rançon parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Si vous kidnappez les gens qui vous amènent l'argent, c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Et donc ils nous ont laissé mariner quelques heures, et puis ils nous ont laissé partir. À pied ? Ah ouais, t'es à pied, bien sûr. Oui, t'es à pied, t'es pas en voiture, là. Ouais, tu marches des heures. Tu te fais accompagner par des gens qui connaissent, mais tu marches pendant des heures. Tu vas pas en voiture parce que ils ont peur que ce soit la police qui débarque. Tu vas pas en hélicoptère te faire poser, ça c'est dans les films. Tu débarques à pied et tu marches pendant de longues heures pour aller trouver le point de rencontre. Des fois, tu le trouves pas. Mais t'es arrivé sur une remise où on n'a pas jamais trouvé le point de rencontre. Ouais. T'as eu peur pour toi, là ? Ouais. Quand t'es dans une cellule des FARC, ou enfin même dans une pièce. Non, mais on n'est pas enfermé, hein. On est à l'extérieur. De toute façon, t'es enfermé par la jungle. Hein. Tu vas pas t'enfuir. C'est clair, si tu pars, tu t'es mort. Ah oui. Et puis j'ai mon guide, hein, je préfère rentrer avec lui. C'est mieux. Non, ouais, t'as peur. T'as pas peur sur le coup. Non, il faisait pas nuit. Mais après, t'es sous la canopée. Hein. Donc oui, c'est quand même sombre. C'est sombre, c'est humide. C'est dangereux. Les animaux. Tu croises des bestioles, ouais, t'as pas envie de les croiser souvent. Donc ouais, t'as peur après. J'ai eu peur à l'hôtel, ouais. Pourquoi ? Parce que tu réalises que tu peux rester, ouais. Ils peuvent te flinguer, personne ne sait où t'es.
Donc là, ouais, je prends ma douche et là, je me mets à trembler sous la douche. Là, je réalise le truc. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est pris en otage? Ça peut arriver par un forcené un jour, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire si un jour on est pris en otage? Si tu es pris en otage, il faut gérer ton émotion. Et c'est pas simple. C'est-à-dire que tu vas être en débordement émotionnel, évidemment, et tu dois essayer de garder le contrôle de toi. Il faut être très très sûr de son coup pour réagir tout de suite. Quelqu'un qui te dit, moi je me mets en position de garde et puis je le maîtrise. Attends. Quelqu'un qui est chaud, qui est en plein stress, qui est en crise, tu vas pas le maîtriser facilement. Donc il faut gérer son stress, gérer son émotion, éviter de surajouter à la crise. Si tu es face à quelqu'un qui te retient, et en France notamment, dis-toi qu'un groupe d'intervention est en train de se préparer, qu'il y a un négociateur qui a pris contact et que ces gens travaillent pour toi. N'essaie pas de négocier à la place des négociateurs. N'essaie pas d'influencer le comportement. Tu fais ce qu'on te demande parce que tu mets ta vie en jeu. Et souvent, c'est l'ego qui peut te faire déraper. Tu dis non, je me coucherai pas par terre. Prendre un coup de couteau pour ça, franchement, c'est bête. Donc ouais, sur une prise d'otage, sur une agression. Quelqu'un veut ton téléphone, mais tu lui donnes ton téléphone. Tu vas mourir pour un bout de téléphone? Tu vas mourir parce que tu peux lui filer ton blouson? Bien sûr, tu donnes, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé de me faire braquer. C'était au Nicaragua. J'avais une montre, alors pas une montre de valeur, j'avais une montre Decathlon. Mais les gens voulaient ma montre. Bien sûr que tu leur donnes, tu l'enlèves et tu leur tends. S'ils veulent autre chose, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils te plantent pour ta montre en plastique. Donc ouais, gérer son émotion, accepter que le stress puisse te submerger. Mais allez, des gens travaillent pour toi, ils vont s'occuper de ça. Jamais jouer au héros, finalement, jamais. Jouer au héros, c'est ton ego qui parle. L'ego est un excellent esclave, mais un mauvais maître. Maîtrise-le. Fais en sorte qu'il ne prenne pas le dessus. On a plus de chances de se prendre un coup de couteau si on se bagarre. Ouais, même quand tu sais faire. Après, si c'est une agression physique où tu sens que tu vas mourir, ou si tu sens que tu as quelqu'un qui va servir à côté de toi, c'est pas la même chose, bien sûr. L'enjeu, il peut dépasser le risque que tu vas courir. Mais si c'est pour un blouson ou un téléphone... Donc tu crées ta boîte en 2008 après. Une boîte de quoi exactement? Tu crées ta propre société de négo? Ouais, je crée une boîte de conseils. De conseils en négociation. Alors évidemment, au départ... axé sur les kidnappings et les extorsions, parce que c'était mon corps de métier. Puis les assurances m'engageaient et me payaient pour faire ce job. Et puis en accompagnant des entreprises sur leur négociation de crise, certains dirigeants m'ont dit « Mais votre méthode, elle est sympa, ça a l'air de bien fonctionner. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres négociations ?» Donc on a commencé à travailler sur des négociations un peu moins de crise. Et donc oui, on a découvert qu'en fait, à part les enjeux, la négociation relève des mêmes questions, des mêmes modes de fonctionnement. Comment négocier son salaire? Pour tous ceux qui nous regardent, ou nous écoutent, si vous avez envie de négocier votre salaire, quelle est la meilleure méthode? Tu vas appliquer Hermione, le H, la haute intensité. Est-ce que tu es sous stress? Est-ce que ça te stresse d'aller voir ton patron pour lui dire « j'estime que je dois être augmenté » Est-ce que tu es face à quelqu'un qui sera dans la relation amicale ou quelqu'un qui est cassant et qui va te faire monter tes émotions? Est-ce que tu as les bonnes informations? Est-ce que tu sais s'il a déjà fait des augmentations? Est-ce que ça se fait dans ton secteur? Ensuite, quel est ton enjeu? Tu veux une augmentation parce que tu as besoin d'avoir tous les mois un salaire plus élevé, ce qui est souvent le cas, mais parce que tu penses que c'est de la reconnaissance de ton travail et que les autres sont mieux payés, donc tu veux être reconnu? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'argent de manière ponctuelle? Tu peux être amené à négocier autre chose qu'une augmentation de salaire si tu dois être sur un enjeu différent. Et quel est ton rapport de force? Tu fais un job qui est introuvable. Ton patron a besoin de toi absolument. Ou tu fais un job qui n'est pas forcément spécifique, il y en a 15 comme toi qui frappent à la porte, ton rapport de force n'est pas le même. Quel est ton mandat? S'il te donne une augmentation, qu'est-ce que tu pourrais proposer en contrepartie? La contrepartie. Et la contrepartie. S'il te donne une augmentation, tu peux le demander from scratch, mais si tu as un truc à lui proposer en échange, ça peut être ton engagement dans l'entreprise, ça peut être ta motivation. Quel peut être son intérêt à lui? Il a envie de te garder, il a envie de te pérenniser. Et puis tu vas identifier l'objectif commun. Voilà, j'aimerais solliciter une augmentation de salaire parce que je pense que je donne beaucoup pour l'entreprise. Je donne, évidemment, je suis payé pour ça, mais je donne plus que ce que je pourrais donner normalement et j'ai envie de continuer. Je suis fier de ce qu'on fait, je suis fier de notre travail, mais je pense qu'un peu de reconnaissance par cette augmentation de salaire, ça pourrait aller encore plus chercher ma motivation. Tu viens de lui évoquer l'OCP, l'objectif commun partagé qu'il a à te garder. Et ensuite, tu vas éviter de tomber dans les pièges de la menace, par exemple. Si vous ne m'augmentez pas, je démissionne. Ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, tu cours un risque. Ils disent « Ok, ça marche, salut, allez, ciao, à bientôt. » Même si tu as un rapport de force très positif, tu sais pas sur qui tu peux tomber sur quelqu'un qui ne veut pas accepter ça, parce que son ego va prendre le dessus. Donc il faut être souple dans cette relation-là. Il faut être constructif. Il faut amener des arguments qui vont donner envie à ton patron de t'augmenter. C'est quoi la plus grosse négociation que tu as gérée avec ta boîte privée? 1,4 milliard d'euros. Je pense que je n'offrirai pas plus gros. On est dans le monde des lanceurs satellites, donc on est sur des contrats qui chiffrent énormément. Et j'ai accompagné cette négociation sur la préparation, la conduite. C'est pas moi qui négocie, évidemment. Je suis pas légitime pour aller au contact, mais on a accompagné la préparation de chaque rencontre de négociation jusqu'à la signature du contrat. Tu voulais parler de ransomware. C'est un autre type de négociation. Qu'est-ce que c'est? Alors, le ransomware, oui, ce sont des cas qui arrivent assez souvent, de plus en plus souvent. On a commencé à réfléchir à ça en 2010,
Parce qu'on s'est dit kidnapper des gens, c'est compliqué, kidnapper des systèmes d'information, ça peut être intéressant. J'ai recruté d'ailleurs mes premiers hackers dans l'équipe, parce que je voulais comprendre comment fonctionnaient des hackers et qu'on monte une équipe pour négocier face à des hackers. Donc il va prendre en otage ton système d'information ou tes données sensibles. Et j'ai eu un cas dans un hôpital européen, pas en France, un directeur d'hôpital qui m'appelle, qui me dit voilà, je vous contacte conseillé par mon assureur. On vient de me donner 2 coups de fil. Le premier, on m'a dit que dirait la presse et les téléspectateurs si on savait que tel présentateur de telle émission est séropositif. Le gars raccroche. 10 minutes plus tard, un autre coup de fil, une autre personne. Que dirait le cours de bourse de telle société si on savait que son PDG a un cancer incurable? Et il raccroche. Et le gars me dit, pour avoir accès à ça, ils ont les dossiers médicaux. Et c'est forcément chez moi que ça a été pris. Et donc on est tombé sur des rançonneurs qui avaient eu accès à l'ensemble des dossiers médicaux de tous ces patients dans une clinique UP, une clinique très chère. Et t'imagines pas en France. Pas en France. T'imagines la réputation de l'hôpital si ça devait se savoir. Donc oui, il a eu une demande de rançon. On a négocié. Généralement, sur le ransomware, aujourd'hui, on essaie de ne pas payer. Il ne faudrait pas payer parce qu'on entretient ce business. Là, sur ce coup-là, on n'a pas pu faire autrement. C'était tellement sensible, tellement... Et puis surtout, il n'avait pris aucune mesure de sécurité. Les dossiers étaient accessibles facilement. Les codes d'accès étaient presque affichés sur le... C'est comme Chirac qui avait apparemment POM en mot de passe. Donc, AZERTY, mot de passe, évité. Donc ouais, c'était tendu. Et ça ne s'est pas su, heureusement. Et là, ce qui est difficile, c'est la confiance. Comment tu crées la confiance avec le rançonneur? Comment tu sais qu'il ne va pas donner l'information malgré tout? Donc là, le rôle du négociateur, c'est justement de créer ce lien, de s'assurer qu'en face, la personne ne va pas dévoiler l'information. Tu peux jamais savoir. Tu peux jamais savoir. C'est un pile ou face. Tu crées la confiance. Tu leur dis que si ils venaient à révéler l'information, ils tueraient leur business. En plus, c'est un groupe qui avait donné son nom. Donc c'est un groupe qui avait une sorte de marque de hackers. Aujourd'hui, les hackers, Reveal ou autres, ils ont des marques. Ils se positionnent comme ça, ils font du marketing. Là, c'est un groupe qui avait donné un nom. Donc on s'est dit, la réputation de votre groupe, ne l'entachez pas, on doit vous faire confiance. Il y a un dirigeant d'entreprise qui vient te voir un jour et qui te dit, avant de commencer, sachez que j'aime ma femme. Est-ce que tu peux expliquer pour terminer cette anecdote? Ouais, j'ai un dirigeant un jour qui m'appelle, qui me passe un coup de fil. Il me dit, voilà, je vous appelle sur les conseils d'un ami, j'ai un petit problème, mais avant tout, j'aimerais que vous sachiez que j'aime ma femme. Quand ça commence comme ça sent pas très bon. Et le gars me dit, voilà, j'ai 57 ou 58 ans, je suis en bonne santé, voilà. J'ai rencontré une jeune femme sur Internet, elle est magnifique, elle est intelligente, elle est brillante, et elle m'a demandé, devant ma webcam, de me déshabiller et de me tripoter devant elle. Et donc je l'ai fait parce que je trouvais que c'était un petit peu foufou. Ouais, c'était bien foufou. Et donc très bien, et cette personne, qu'est-ce qu'elle vous demande aujourd'hui? En fait, elle m'a envoyé ma vidéo, où on voit clairement que c'est moi, hein, et elle me demande de l'argent. Et donc, j'aimerais voir si on peut gérer cette crise. Je dis, écoutez, oui, on va essayer de gérer cette crise, mais j'ai besoin de plus d'informations. J'ai besoin d'avoir les messages qu'elle vous a envoyés, savoir sur quel ordinateur elle vous l'envoie. Il me dit, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai déjà payé 30 000 €. À partir du moment où tu te fais rançonner comme ça et que tu payes, c'est terminé. T'es cuit. Alors, on lui a dit d'abord, c'est pas une femme qui vous demande ça, c'est certainement un homme qui se trouve sur un autre continent, derrière un ordinateur. Un brouteur. Ouais, un brouteur, exactement. Et certainement que vous allez vous faire rançonner encore, parce que si vous avez payé, vous êtes la bonne pomme, vous êtes la bonne proie. Donc là, sur ce coup-là, on a gagné du temps. On a pris la main sur la relation, sur la négociation. On a laissé penser qu'on allait continuer à payer, que c'était compliqué, ça prenait du temps. Et puis, on a lancé une opération technique contre l'ordinateur duquel les messages étaient envoyés. On a joué sur le fait on faisait penser qu'on était naïf, qu'on était cette personne, mais on a lancé une opération technique pour neutraliser la vidéo et pour la récupérer et éviter qu'elle... Ils auraient pu la mettre sur un autre... C'est le risque, on prend le risque. Tu prends le risque, mais tu sais qu'à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Et t'as réussi? On a réussi, c'est jamais sorti. Vous avez réussi à faire rentrer sur l'ordi, à détruire... On peut faire des opérations techniques, bien sûr, c'est illégal, hein, mais ça se passe pas en France, donc c'est pas très grave. Je sais pas que ça peut aller jusque-là. On peut lancer des opérations techniques contre des loups. Il faut des loups. Du phishing? Alors, pas du phishing. Contre des loups, il faut des loups. Exactement. Contre des hackers, si tu mets des hackers et que tu vas prendre l'avantage parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des hackers face à eux, bien sûr que tu peux remonter. Est-ce qu'on t'a déjà proposé un truc et tu t'es dit, tiens, peut-être pas très éthique cette négociation, je suis un peu du mauvais côté, je vais pas le faire? Ouais, ça m'est arrivé. D'abord, on travaille jamais contre les intérêts français. On travaille à l'international, on a des clients étrangers, mais dès lors qu'on nous demanderait de négocier face à un intérêt français, on le ferait pas. On est une boîte française et c'est important de garder cette ligne-là. Ensuite, on peut nous demander des choses qui ne sont pas éthiques en termes de négociation. Je me rappelle quelqu'un qui m'a dit, voilà, moi j'achète des matières premières et je veux que mes négociateurs soient formés à prendre tout ce qu'il y a sur la table. Et une fois que c'est fini, je veux qu'il y ait une deuxième équipe qui débarque et on prend tout ce qu'il y a dans les tiroirs.
Et on leur a dit, c'est pas de la négociation, ça. C'est du rapport de force. Vous imposez à votre fournisseur de partir avec rien. Comment vous voulez qu'il survive et comment vous voulez qu'il ait envie de négocier avec vous. Donc on a refusé cette mission. Il nous est aussi arrivé d'avoir des demandes de faire des choses qui n'étaient pas éthiques. Et donc ça, effectivement, on ne le fait pas. Tu as écrit un livre aussi qui s'appelait « Devenez meilleur négociateur que vos enfants ». Ouais. C'est dans quel but? T'as combien d'enfants? J'ai 5 enfants. 5? Ouais, 4 à moi, un qui est presque à moi. Un qui est celui de mon épouse. C'est comme s'il était à moi. C'est compliqué. Donc avec tous tes enfants, tu fais un livre pourquoi? Devenir meilleur négociateur? Je fais un livre parce qu'un jour, un de mes collègues du RAID me dit, mais avec toi, les enfants, c'est facile. Tu négocies avec tes gamins. Faut négocier avec les enfants. Ouais, bien sûr. Mais il me dit, c'est facile pour toi. Tu négocies avec des forcenés, des terroristes. Négocier avec tes enfants, c'est simple. Mais pas du tout. Je me faisais rouler comme tout le monde. Donc j'ai essayé de voir comment on pouvait transposer la négociation avec les enfants. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut négocier avec les enfants. C'est intéressant de les éduquer à l'échange, de les éduquer à la fiabilité. Par contre, tout n'est pas négociable. Il faut qu'il y ait des choses qui soient jamais négociables. Et elles sont jamais négociables chez papa-maman, chez papy-mamie, chez tout le monde. Et quand tu as ce cadre du jamais négociable, à l'intérieur, tu vois ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, comment tu peux gérer. Je trouve que c'est bien d'éduquer les enfants à la négociation. Le conflit, ça peut être positif. Dès lors que tu te mets dans la relation d'altérité à l'autre, tu peux construire avec lui. Qu'est-ce qui n'est pas négociable, par exemple? Un exemple. La sécurité. Tu ne te mets pas en danger. L'hygiène. Ouais, tu te brosses les dents. Ouais, j'ai pas envie, je suis fatigué. Évidemment, pas question. La politesse. Même quand tu es malade, quand ça va pas, tu dis bonjour, tu dis merci, bien sûr. Bonjour, c'est jamais négociable, bien sûr. Après, ce qui est négociable, c'est l'heure de se coucher. Papa, je peux regarder la télé ce soir? Écoute, il y a école demain, tu vas te coucher à 8h30. Ouais, mais s'il te plaît, c'est un documentaire, c'est sur les dinosaures, j'ai un devoir à faire sur encore les dinosaures. Un quart d'heure, bon. Allez, encore un quart d'heure. Bah, ce petit quart d'heure, est-ce que tu le donnes ou pas? Si tu donnes un quart d'heure à chaque fois, ça devient systématique, c'est un acquis. Par contre, si tu laisses gratter 5 minutes, un échange du fait que, par contre, dans 5 minutes, tu vas vraiment te coucher, ça, c'est de la négociation. Par contre, tu vas vraiment sans râler. Bien sûr, je suis d'accord pour te laisser 5 minutes. Par contre, dans 5 minutes, tu vas te coucher sans râler, tu vas te coucher sans pleurer, et on est d'accord que c'est pour ça que je te laisse regarder la télé 5 minutes de plus, ou que je te laisse avec nous 5 minutes de plus. Toi qui as été négociateur au RAID et dans la vie après, est-ce que tu as un autre truc comme ça pour les enfants qui est utile et que tu as trouvé, qui marche bien, qui est réussi? Les 3 questions, ça marche pas mal. C'est quoi? C'est les 3 questions que j'ai faites avec ce PDG qui pensait que j'étais trop jeune pour négocier. Ouais. Papa, je peux regarder la télé ce soir? Première question fermée qui provoque un oui. Demain, il y a école? Bah oui. Question ouverte d'investigation. À quelle heure on va se coucher quand il y a école? 8h30? Ben voilà, tu l'as dit, tu vas te coucher à 8h30. Et toujours rappeler la règle à la partie adverse en négociation, ça marche pas. Tu fais rappeler la règle. Rappeler la règle par l'autre. Il y a une règle, on l'applique. Qu'est-ce qui permettrait de déroger à cette règle? C'est des exceptions, mais elles sont rares. Donc oui, il y a une règle, on l'applique, éventuellement on y déroge, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour le faire. Tu fais des masterclass, des leçons sur ton site, ça s'appelle masterclassdeconfiance.com. Ouais. Je vous mets le lien, si vous voulez, sous la vidéo, dans la description de cette vidéo YouTube et sur nos podcasts audio, voilà, sur les plateformes de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, vous aurez le lien pour cliquer là-dessus et puis vous pourrez aller voir. Tu proposes plusieurs masterclass, c'est 69 €. Ouais. Il y a combien d'heures de cours? Écoute, il y a 15 heures de vidéos, il y a 96 vidéos. Quand on a lancé ça, on avait plein de gens qui voulaient se former chez nous, mais qui n'avaient pas les moyens de le faire. Et donc avec Stéphanie, mon épouse, un jour, on dînait au restaurant. On s'est dit, mais ce qui serait super, c'est de donner accès à ce qu'on sait faire sur la confiance, la négociation, le leadership, à des gens qui n'ont pas les moyens, mais il ne faut pas que ce soit gratuit. Si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Donc on va mettre le prix de ce dîner qu'on est en train de faire ensemble. Et le garçon nous a amené, le serveur nous a amené un ticket à 69 €, et on a dit, les masterclass, ce sera 69 €. Donc on les vend 69 €. Et puis on essaie de le diffuser au plus grand nombre. Si tout le monde savait négocier, on aurait un Qu'est-ce qu'on apprend dans ces masterclass, justement? Il y a marqué devenir un meilleur leader. Ouais, c'est à prendre des décisions. À savoir qu'il n'y a pas de bonne décision. Il y a juste une décision à un moment donné. Et savoir la prendre et l'assumer, c'est important. À savoir que l'empathie, c'est la clé de la relation à l'autre, que tu sois un leader, un chef d'équipe, un négociateur, avec les enfants. Bien sûr qu'il faut être capable de percevoir son émotion. On apprend également à gérer son stress. Être stressé avant un examen, c'est normal. Quelqu'un qui va passer un examen qui n'a pas peur, c'est qu'il n'a pas conscience que c'est important. Par contre, s'il a peur, c'est génial, c'est une super émotion, l'émotion primaire. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se dégrade, que la peur devienne de l'angoisse. Donc on essaie de donner des petits trucs très pratico-pratiques, essayer de diffuser au plus grand nombre. Chez TTA, au sein de The Trusted Agency, on est entreprise à mission. Nous sommes entreprise à mission. Donc on s'est doté du statut d'entreprise à mission. Notre mission, c'est inspirer et transmettre pour créer un monde de confiance. Je pense que les prochains défis qu'on va tous devoir relever, économiques, environnementaux, sociétaux, écologiques, on devra le faire s'il y a de la confiance dans les organisations. Et ça passe par la négociation. On peut aussi améliorer, il y a un sujet dans les masterclass, améliorer la relation parent-enfant. Ouais, alors, cette masterclass, effectivement, c'est celle qui est le plus regardée.
On a là aussi 2 heures de vidéo par séquence de 10 minutes où on essaie de donner des petits trucs justement sur le négociable, non négociable, sur la relation, sur la gestion des émotions. Tu as sorti un livre aussi, je vais en profiter, je sais que tu adores écrire des livres, tu en as écrit des très bons, là, celui-là a été édité, c'est un très gros succès en plus, hein, celui-là. C'est pas pour ça que tu es venu, mais tu me l'avais amené pour moi, et tu m'as dit non mais je suis pas là pour faire la promo, c'est parce que ça fait plaisir à mes gosses. Ouais, c'est là, mais je peux dire que j'ai sauvé des vies, hein. Mais le fait que je passe à Légende, là je suis un héros pour mes enfants, vraiment. Je sauve des vies, c'est normal, mais tu passes avec Guillaume Play, waouh! Non, merci à toi. Hein. Je pourrais leur montrer que je suis passé chez les gens. Laurent Combalbert, elle s'appelle Milo. Si vous allez chercher le livre, c'est chez Kalman Levy. Juste, qu'est-ce que c'est en 2 secondes? Je vous mets des liens aussi si vous voulez prendre le livre. C'est un roman? C'est un roman policier. Je me suis mis à écrire des romans policiers il y a 4 ans et j'ai eu la chance de gagner un prix sur mon premier roman policier dont je me suis pris au jeu. C'est Kalman Levy qui m'édite, ils sont très très exigeants sur le contenu, donc c'est bien, ça te force à travailler, à faire de beaux efforts. Et là, je raconte l'histoire d'un négociateur professionnel avec son équipe qui va gérer des kidnappings compliqués. Je lui fais gérer tous les kidnappings que j'aimerais pas gérer dans la vraie vie. Tu vois, c'est une sorte de façon d'évacuer ça. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Jusqu'à nous. Laurent Combalbert, voilà, je vous mets tous les liens si vous voulez aller voir des masterclass, même pour avoir confiance en soi, devenir un meilleur leader, etc. Merci 1000 fois d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris le temps. Je mets tous les liens cliquables, comme je vous disais, dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller voir, on est là tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. On met 3 émissions documentaires au reportage par semaine. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous retrouver chaque mois, donc merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment. Plus on est nombreux, plus on peut avoir d'invités intéressants comme Laurent aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez venir comme Laurent, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste d'envoyer un petit email avec 3-4 anecdotes. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone sur contact@legendegroup.fr. Voilà, ça s'affiche à l'écran. Et pareil, dans la description en audio, si vous êtes sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, on vous met à chaque épisode l'audio pour que vous puissiez écouter sur la route. Si vous êtes au bureau ou au travail, en tout cas, voilà. Merci, ou plutôt au sport, parce qu'au bureau ou au travail, en général, c'est la même chose, Guillaume. Voilà. Je vous embrasse fort. Merci à toute l'équipe. Gros bisous à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao tout le monde.